Merci à vous d'être venus pour cette troisième conférence de la journée de cette carrefour des associations du secteur animation en France. Pour conclure cette journée de discussion, nous voulions adresser un projet brûlant de l'actualité, c'est-à-dire la question du premier emploi en animation. On a évoqué au cours de présentation précédente la difficulté d'accéder à un premier emploi, mais on va revenir aussi ici sur la question du stage. Et pour cela, nous avons trois personnes qui sont invitées. Je vais laisser se présenter elles-mêmes. À vous. Eh ben, enchanté, donc je m'appelle Guillaume Horry, je suis cofondateur et président de l'association Team Anime, qui est une association pour le jeu visuel animé en Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment on a écrit un rapport d'études sur les stages l'année dernière, et on a été actifs notamment lors des assises du RECA, qui ont lieu en septembre 2023. Voilà. Je m'appelle Paps, j'ai fondé les intervalles parce qu'il n'y avait pas d'asso féministe en France de travailleuses de film d'animation. Et c'est nous qui co-organisons avec Ovacasso ce carrefour associatif en espérant refaire un peu communauté au sein des futures travailleuses, parce qu'on touche aussi quand même pas mal les étudiants et étudiantes, et en travaillant notamment sur tout ce qui est droit du travail, mais aussi question de représentation des catégories de population minorisées devant et derrière les écrans. Voilà. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Antoine David. Le jour je suis animateur FX et la nuit j'écris des trucs sur notamment un guide sur intermittence disponible sur le site Magélis ou sur Instagram. Voilà. Alors, j'ai oublié de me présenter, je me rends compte. Moi, je suis Léopold Carlegono, je suis membre de deux associations présentes ici, c'est-à-dire Team Anime et les Intervalles. La question qui nous réunit aujourd'hui, elle est pressante parce que nous avons eu, depuis 2004, comme vous l'avez constaté, une grande croissance du secteur de l'animation en France, plus de 10 000 salariés actuellement, et chaque année, nous avons entre 10 et 14% de primo-entrants qui arrivent sur le marché du travail, donc plus de 1000 personnes par année. Et cette année 2023-2024 a été aussi marquée par une grande période de creux, qui est due à de nombreux facteurs, une baisse des commandes télé, une baisse des commandes internationales de prestations, mais aussi un rebond de l'activité post-Covid, ce qui a créé un gros creux de l'emploi constaté par de nombreux professionnels actuellement et qui commence à être quantifié par Audience, qui a sorti ses premiers chiffres pour l'année 2024. Dans ce contexte-là, on arrive à une situation où il est très difficile de garantir et même d'aider à s'intégrer dans le milieu du travail des personnes fraîchement diplômées, ou même de garder une pérennité à long terme pour notre industrie. Cette situation a été en partie constatée par Audience SNC, mais également par l'ORECA, le réseau des écoles de cinéma d'animation, qui en septembre dernier, a organisé des assises du stage qui avaient pour but de répondre à cette question de comment trouver des stages pour toutes les personnes en année diplômante qui cherchaient une formation ou un lieu pour effectuer leur stage. Et actuellement, les réponses, elles sont encore partielles et on cherche à les trouver. Et on va essayer de répondre en partie à ça durant cette conversation. Je vais te donner la parole à toi en premier, Guillaume, parce que tu as participé en compagnie de Paps aux assises du RECA et tu avais, dans le cadre de ton team anime, quantifié à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes les difficultés d'accès au stage. Mais je vais te laisser en parler des fois. Alors effectivement, comme on le disait, hein, il y a le fin 2023, déjà on avait des chiffres comme quoi le secteur allait pas très très bien, et ça se confirme en 2024, ce qui est un peu inquiétant, surtout au vu de la tendance des étudiants sortant d'année en année. Nous, on a quantifié dans la production audiovisuelle animée, donc ça peut englober un peu de motion, également un petit peu pour le jeu vidéo, etc. On est entre 2005 et 3005 étudiants par an qui sortent pour un secteur où juste pour de l'animation, on est à peu près autour de 10 000 tech. Autant vous dire que ça bouche un petit peu à la sortie. Voilà, c'est très compliqué. On est à une moyenne de 140 formations en France actuellement, ce qui est juste énorme et difficilement absorbable par le secteur également.
Sachant que la moyenne, notamment, que nous, on a quantifié après étude, mais qui était également chez les intervalles, c'est de 3 mois en moyenne pour les stages. Si on fait une moyenne un petit peu de tout ce que souhaitent les écoles, il y en a c'est 1, il y en a c'est 6. Voilà, si on fait une moyenne, on est plutôt autour de 3, ce qui est quand même pas si facile à caler dans les plannings de production au vu de la quantité. Et que l'essentiel des stages se concentre sur à peine 5 mois de l'année, finalement, à trouver. Et encore 5 mois, je pense qu'on est généreux. Allez, on va dire plutôt 3,5, 4. Ce qui est très très dense. Et à contrario, nous, on a des studios voilà, qui viennent nous voir et qui ont d'ailleurs parlé aux assises, qui nous disent bah, écoutez, nous, par mois, par exemple, on peut recevoir 200, 300, 400 candidatures par mois, ce qui est, à juste titre ou non, en tout cas difficilement traitable par les équipes au sein des entreprises. Voilà, donc c'est un peu difficile et on essaie de faire un état des lieux du secteur parce qu'on manque de beaucoup de données depuis plus de 2 ans maintenant. Donc l'idée c'est aussi de dire bon bah finalement déjà qu'est-ce qui se passe pour ensuite essayer de trouver des solutions concrètes et réalisables par la suite. Voilà. Alors, juste pourquoi on n'a pas de données, c'est que tout simplement les 2 tiers des écoles sont des écoles privées qui fonctionnent comme des entreprises qui n'ont aucun devoir de transparence vis-à-vis de quelque organisme de contrôle que ce soit. Ce qui fait qu'on ne sait pas forcément combien il y a d'élèves dans les écoles, combien il y en a qui sortent tous les ans. Le RECA, qui regroupe à peu près la moitié des écoles qu'il y a en France, nous a sorti aux assises du stage que c'était 1600 élèves qui avaient besoin chaque année de stage pour finir leurs études. Donc si on double, si on vraiment à la louche, hein, mais ça veut dire qu'il y a plus de 3000 élèves qui ont besoin d'un stage de fin d'études tous les ans. Plus des stages de lycée, de 3e, ou là, qui veulent nous rajouter, là on n'est pas en vue. Sachant que on est 8000, on est 10 000 en tout, mais on est vraiment 8000 artistes techniciens et techniciennes. Donc imaginez, ça fait quasiment un quart de la profession en rab tous les ans qui cherche un stage dans des conditions de production où c'est serré et où des conditions légales où aussi les studios n'ont pas le droit d'accueillir trop de stagiaires. Parce que normalement, c'est je ne sais plus combien de pourcentage. J'ai oublié le chiffre. J'ai oublié le chiffre. Mais on n'a pas le droit de prendre plus d'un certain pourcentage de stagiaires par rapport au nombre de salariés qu'on a au studio. On est en temps plein ou équivalent. 15% 4% pour les entreprises au-delà de 20 employés. Voilà, c'est ça. Donc, et 20 employés, temps plein ou équivalent en plus. Donc ça fait vraiment pas énorme. Et en plus, bah, c'est vrai qu'en parallèle, les stages, le fonctionnement des stages dans l'anime n'est pas forcément viable parce que légalement, on ne devrait pas pouvoir mettre quelqu'un sur une production en stage. Voilà, légalement, mais en fait, c'est pas possible parce qu'on n'a pas le temps de préparer un stagiaire du travail qui n'est pas dans le cadre de la production sur lequel on travaille. On est beaucoup trop en rush, on n'a pas les personnes suffisamment disponibles pour ça, et souvent même les personnes qui s'occupent des stagiaires le font en plus de leur charge de travail déjà à temps plein. Donc il y a un problème sur le court terme il y a trop de stagiaires, et il y a un problème sur le long terme le format du stage ne convient pas à notre secteur et à son fonctionnement général. Et pour vous donner une idée, nous, vis-à-vis de l'étude qu'on a sortie, on estime depuis déjà plus de 2 ans, et ça ne va pas s'améliorer, à tous les ans, minimum 30, on va dire entre 25 et 30% des étudiants qui, de toute façon, n'ont pas de stage. Donc, c'est même pas la peine de chercher, il n'y a pas de place. Voilà, minimum, de minimum. Si on veut mettre peut-être un truc de fun après, Antoine, on a une petite parodie à vous montrer qui a été faite justement par des étudiants. C'est juste à propos des stages, il faut aussi se rendre compte que même là, à Annecy, il y a des longs métrages qui profitent et abusent en fait de stagiaires pour avoir, on va dire, des salariés moins chers. Dis-les non. Non. Certains studios sont juste à côté de chez moi, si un jour j'ai envie de travailler chez eux. On va commencer dans une bonne entente, s'il vous plaît. On évoque ici la question des stages, mais la question sous-jacente, c'est aussi la question du premier emploi, vous en doutez bien, parce que pour beaucoup de personnes dans l'industrie, le stage est la première porte d'entrée vers l'univers professionnel, et un nombre de stages significatifs sont suivis d'un premier emploi. Dans ce cadre-là, on voulait vous projeter un document vidéo qui a été diffusé en janvier dernier suite à des reportages en région. Dans ce contexte-là, et je crois que la formule est de dire que toute ressemblance avec des lieux ou des personnes réelles serait fortuite. Angoulême, véritable épicentre de l'art séquentiel et de l'animation, petit paradis rempli de talents, dans lequel le secteur de l'animation est en pleine expansion. Nous avons rencontré Pierre Camille, qui est animateur dans un très grand studio situé dans la perle de la Nouvelle-Aquitaine.
En toute honnêteté, avant de venir ici, je connaissais pas Angoulême. C'est une ville qui a beaucoup d'opportunités en termes de travail dans l'animation. C'est vraiment l'endroit où il y a le plus d'opportunités dans le domaine après Paris. Et puis la qualité des studios et des projets ici à Angoulême fait qu'on a vraiment envie d'y rester. Avec l'éclosion de nouvelles écoles dédiées et l'émergence de nouveaux studios, la ville devient le terreau fertile où les grands esprits créatifs se rencontrent. Nous allons écouter des étudiants fraîchement diplômés d'une école d'animation renommée à Angoulême. Bon, bah voilà mon petit bureau. Nous, notre école, elle nous a assuré que nous allions trouver du travail 3 à 6 mois après le diplôme, grâce notamment à la forte présence des studios. Et vous, vous en êtes où 6 mois après avoir été diplômé de votre école d'animation 2D? Moi, je cherche encore très activement, je démarche, j'envoie des mails, j'ai eu des entretiens avec des studios. Je suis c'est encore en chantier, quoi. Bah écoutez, en ce moment c'est vraiment le plein emploi. J'ai eu plein d'opportunités en vrai. Comme attends si. Mais si oui l'opportunité. Ouais. Ah, le monde de l'animation. Bon, on est là, hein. Écoute, oui, j'ai un appel. Je vais décrocher, attention. Ah bah, dommage, ça a décroché, mais peut-être la prochaine fois, ce sera la bonne. Un savoir-faire reconnu à l'international et 42 000 habitants pour 15 emplois dans l'animation. Ce n'est pas rien et ça va en augmentant. Il y a encore de belles perspectives et un bel avenir pour le temple de l'animation. Et compris, il s'agit évidemment d'une parodie, mais la conversation qu'elle lance, c'est la conversation qu'on veut avoir aujourd'hui. Et on voulait aussi transmettre la parole de personnes jeunes diplômées et étudiantes ici. Donc on l'a fait à travers ce message-là. Nous y voilà. Avant propos, je vais laisser la parole à Babs. Alors, aux intervalles, ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait un annuaire des écoles d'animation RECA et hors RECA, uniquement avec des formations de films d'animation, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte par exemple tous les cursus qui se font plutôt spécialisés VFX. Et comme vous pouvez le voir là, c'est l'édition de 2024, donc il y a beaucoup d'écoles à peu près partout en France, notamment dans le sud, ça s'est beaucoup développé. Et on a quand même 59 écoles différentes, 60 en vrai, parce que j'en ai découvert une dernière en Martinique que je connaissais pas. Mais voilà, 60 écoles qui existent en France. Alors que ces dernières années, on a vu, chaque année on découvrait des écoles nouvelles et on en découvre quasiment 5 nouvelles par an. Parfois c'est des nouvelles antennes, parfois c'est des nouvelles écoles qui popent de nulle part, parfois c'est des écoles qui venaient pas de l'anime et qui ouvrent des cursus d'anime. C'est là, genre, ok, pourquoi pas. Et ça fait que déjà c'est compliqué pour les gens qui veulent bosser dans l'anime de bien choisir son école derrière, parce qu'il y a une telle offre que on ne sait pas trop où chercher. Et il faut aussi reconnaître que dans le tas, il y a des arnaques. Il y a clairement des écoles arnaques qui forment rien. Et c'est pas uniquement moi qui le dis. Libération a fait notamment un dossier sur l'école EICAR, E-I-C-A-R, voilà, pour ceux qui veulent savoir, sur à Lyon et à Paris, ouais. Et sur le fait que c'est une école qui prend très cher, mais qui propose rien. Et moi, même en tant que professionnel, puisque moi, en tant que chargé de prod, je recrute des gens. Et quand je découvre des écoles et que j'ai jamais vu aucun de leurs élèves, je me fais, mais ils passent où passer leur diplôme? Qu'est-ce que c'est que cette école? J'ai jamais entendu parler, j'ai jamais vu d'élèves en sortir. Et c'est assez inquiétant de ce point de vue-là, de dire qu'il n'y a aucun contrôle et qu'en fait, ça peut popper dans tous les sens. Et en parallèle du coup de cet annuaire-là, on est en train de finir un gros dossier qu'on va publier en plusieurs morceaux sur le fonctionnement des écoles payantes en France. Où on s'est basé, on l'a fait avec l'aide d'élèves de différentes écoles, entre autres pour faire un questionnaire pour les écoles à destination des responsables pédagogiques et un autre à destination des élèves pour avoir aussi leur ressenti, pour avoir certaines infos qu'on ne trouve pas sur les sites et les jolies brochures cartonnées, plastifiées des écoles. Parce que c'est toujours utile à avoir et il en ressort quand même
Je vous laisserai le lire, on devrait le publier d'ici fin juin, mais il y a beaucoup d'informations notables qui en ressortent, qui enlèvent un petit peu ce joli voile disneyen, fleuri et pailleté qu'on peut avoir sur les écoles d'anime. Qu'est-ce que je peux te dire, moi? Bah, Pourquoi un guide de survie? Ah, bah oui, pourquoi? Bon, pourquoi ce guide a été fait? En fait, c'est pour une raison très simple. Moi, quand j'ai été étudiant, j'ai fait, on va dire, 3 formations différentes, mais surtout 2 formations d'animation. Une à l'Estienne, c'était un DMA, ça n'existe plus, et à l'MK aussi, on va dire, Rick Lemka, qui va renaître de ses cendres aussi. Et en fait, on a eu quasiment jamais de cours sur c'est quoi l'intermittence, ou même qu'est-ce qui se passe après l'école. Comment on cherche du travail, ou comment ça marche, Pôle emploi, maintenant ce travail. On n'a jamais eu ça, et même moi, enfin, j'ai mis du temps à trouver un premier travail parce que Covid, parce que d'autres choses. Et à mon premier travail, on m'a souvent, on me sortait des dingueries sur l'intermittence, genre, je sais pas, quel est le meilleur moment pour demander l'intermittence, pour demander ce que les gens appellent un statut, mais qui n'est pas un statut, mais un régime d'allocation de chômage. Et il sortait des calculs sortis du chapeau, alors que Pôle emploi a fait une documentation abjecte à lire, mais qui est disponible sur Internet, c'est gratuit à tous et à toutes. Et moi, en fait, enfin, c'est pas là où j'ai décidé de faire ça, c'est après me réinstaller à Angoulême pour le travail. J'ai rencontré des étudiants en alternance ou même des gens, on va dire, qui étaient primo-rentrants sur le marché du travail, qui posaient des questions sur l'intermittence. Moi, ça faisait moins d'1 an que je l'étais et j'avais plus ou moins compris les trucs et je me suis dit, tiens, je vais peut-être écrire un petit PDF. Bon, c'est devenu une BD, une espèce de BD de vulgarisation assez longue et tout, et qui pourrait être encore enrichie de chapitres et tout, mais bon, et en fait, en faisant ça pour, on va dire, mes camarades, mes collègues, je me suis dit, bah, autant que ce soit pour tout le monde, quoi. Enfin, l'information est plus importante, elle est surtout... la connaissance c'est un pouvoir et une arme, et comme les écoles ne fournissent pas cette information, et qu'il y a aussi... il y a des écoles ou des studios qui profitent de ce manque d'information pour, entre guillemets, vous la mettre à l'envers, les primo-rentrants, entre déjà les studios qui demandent... Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, en cherchant du travail, des studios qui me demandent de pouvoir travailler alors que vous ne pouvez... Enfin, d'avoir un stage, d'être pris en stage alors que je ne peux pas avoir de convention de stage, c'est interdit tant qu'on n'a pas... Enfin, une convention de stage, c'est un document délivré par une école. Donc, c'est compliqué. Donc, là, après, mon guide, il va pas vous expliquer comment trouver du travail, mais plus comment fonctionnent les arcanes et mettre aussi en image... Je pense, c'est important, le site de France Travail. Enfin, c'est ultra nébuleux quand on est en cours et qu'on vous explique ce que c'est de s'actualiser ou, je sais pas, de chercher des formations. J'espère, avec le guide, avoir répondu à une espèce de manque d'informations ou un besoin avec ça, mais avec on va dire, la législation qui risque d'évoluer plus ou moins prochainement et tout, je suis littéralement Sisyphe avec sa pierre. T'es humble quand même, parce que là c'est une V2 que tu sors avec Magélis, qui est un organisme de la région d'Angoulême qui en a fait des versions print, donc il n'y a pas que des PDF, et tu t'expliques quand même dedans comment fonctionne Pôle emploi, comment s'inscrire, comment fonctionne l'allocation, comment on la calcule, mais aussi comment fonctionne un arrêt de travail, les congés parentaux, enfin t'es allé vachement loin quoi. Et moi ce document-là, alors moi je le prête en école à mes élèves, mais moi-même j'ai 10 ans d'expérience, j'ai appris des trucs dedans, hein. Donc c'est pas que pour les jeunes professionnels en vrai, j'ai plein de darons avec moi en prod qui découvrent des trucs en le lisant, hein. C'est un peu le principe, et si un jour je fais un chapitre sur la retraite, bon, ce sera peut-être pas à destination pour moi, mais au moins pour certaines personnes, si elles travaillent encore depuis, si elles sont déjà assez vieilles pour travailler depuis longtemps dans l'animation, mais voilà, c'est important. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait ça, nous. Non, c'est vrai qu'on a fait un guide, pas pour expliquer aux étudiants à comment trouver des stages aux intervalles, mais on a fait un guide pour vous rappeler, je dis vous, comme si vous étiez tous étudiants, j'en sais rien, pardon, pour rappeler comment fonctionne un stage, dans quel cadre, dans quelles conditions, notamment pour que les personnes concernées puissent repérer les stages abusifs, parce qu'il y en a, hein, dans l'anime, il y en a pas mal, malheureusement, où c'est des emplois déguisés, où clairement, en fait, on va pas embaucher quelqu'un parce que ça coûte cher, on va prendre un petit stagiaire parce que le petit stagiaire, il connaît pas son droit du travail et il coûte rien à l'entreprise par rapport à un employé. Donc,
Ça n'empêche pas que parfois ces stages-là, qui sont des emplois abusifs, sont très intéressants, mais au moins, on se dit, les personnes savent dans quoi elles mettent les pieds. Et on leur permet là de leur rappeler, de dire si ça va pas, vous n'êtes pas tout seul. Le stage, c'est un contrat tripartite avec l'école, l'entreprise qui vous accueille et vous-même. Et il faut que vous puissiez au moins avoir un référent ou une référente dans l'école de laquelle vous sortez qui puisse vous aider si ça se passe pas bien dans l'entreprise. Donc on a fait ce petit guide-là. On en a une version papier qu'on aura demain au forum associatif si jamais certains veulent le voir. Et en parallèle, en fait, on n'a pas, contrairement à ce que veut faire le RICA actuellement, qui remet la faute sur les étudiants en disant on va vous apprendre à faire des beaux CV, des beaux portfolios, comme ça vous trouverez plus facilement des stages. C'est leur réponse principale aux assises du stage, c'est on va aider les étudiants à mieux postuler, alors qu'il n'y a juste pas assez de stages pour tout le monde. Nous, on ne veut pas vous donner ces conseils-là parce que, on le sait, hein, c'est pas joyeux et j'en suis désolée, mais il n'y a pas assez de stages pour tout le monde. Ceux qui sont en 3D, et c'était, je crois, IEM ou VFX Workshop, je ne sais plus, aux assises du stage qui en avait parlé, et qui vous pouvez bosser directement avec les entreprises ou qui proposent peut-être un petit peu plus d'alternance, fonctionne. En 3D, encore fois la place, oui. En 3D, ils ont aussi fait remarquer, et ça pour le coup c'était assez juste, que vous pouviez chercher des stages au-delà du film d'animation, c'est plus facile. Donc dans des milieux plus industriels, l'architecture, les voitures, hein, c'est con, il faut les modéliser les voitures, on les produire. La publicité de manière générale, la 3D a beaucoup plus d'applications dans les milieux du marketing et de la communication que la 2D où c'est, à part quelques publicités très spécifiques, j'en ai vu une pour le lobby du lait récemment, pourquoi pas, mais on fait quand même beaucoup plus de trucs en 3D qu'en 2D, donc les élèves qui sortent d'école 3D peuvent plus facilement trouver des stages au-delà du film d'anime. Alors ça peut être un peu frustrant parce que ils ont fait 3 à 5 ans d'études pour faire des films d'animation, on leur dit non, va postuler chez Peugeot. Ok. Mais c'est une porte d'entrée. C'est au moins ça permet de mettre un premier pied dans une entreprise, dans une entreprise et de voir comment ça fonctionne. Je me permets juste, en fait, vu qu'on parle un peu de 3D, en général, les formations de 3D cherchent à former, en fait, à spécialiser en fait certains étudiants sur les types de métiers. Enfin, il y a beaucoup plus de métiers dans, on va dire, la branche 3D, en fait, c'est très éclaté entre du surfacing, de la modélisation, de l'animation et tout. Donc en fait, c'est sûr qu'il y a d'autres débouchés, en fait, même autant dans l'animation que dans du jeu vidéo, que de la modélisation industrielle. Ce qui n'est peut-être moins le cas avec l'animation 2D, et il faut savoir aussi que sur on va dire, les formations, les écoles ne forment pas non plus, ou n'apprennent pas les différentes branches de métiers qui existent en anime 2D. Donc normalement, on va y venir, mais c'est important de le rappeler, quoi. Donc en général, on cherche à former des réalisateurs, réalisatrices, des auteurs, autrices. C'est le cas, ça, justement. Je sais pas, non, mais on prend une école comme les Arts Déco, c'est dans cette mouvance-là aussi, ou même, prenons même une école comme Gobelin, où le diplôme, c'est concepteur et réalisateur de films d'animation. À part certaines écoles qui délivrent, entre guillemets, un diplôme de layout ou de choses comme ça, c'est assez rare en général, c'est un diplôme vague pour parler de conception, de réalisation, mais... Enfin, moi, pour avoir fait l'MK, après j'ai fait de la 3D à l'MK, donc je suis un peu un cas à part. Mais ce que je voyais en 2D, c'est qu'il n'y a pas de module pour du décor, il n'y a pas de module pour du FX, il n'y a pas de module pour du clean-up, enfin des choses très concrètes dans l'industrie. Oui, non, ça quand même. C'était aux assises du stage que Lucille Boileau a parlé, elle est chargée de formation à Supermonks, une boîte de prod. Et elle a fait une étude basée sur les chiffres d'audience pour montrer justement que on pouvait favoriser les CV, les portfolios des stagiaires comme on voulait. À un moment, par un simple calcul, on voit qu'il n'y a pas assez de place. Là, j'ai pris 2 extraits de ce qu'elle avait montré, notamment qu'il y avait 1291 CDDU par an, donc de primo-entrants, donc de personnes qui rentrent pour la première fois dans le milieu. Sauf qu'elle a calculé en extrapolant qu'il y avait 2654 étudiants qui sortaient, donc le double. Donc ça veut dire qu'à un moment où passe la deuxième moitié, c'est un truc qu'on se pose aussi la question, parce qu'on n'a pas moyen de les traquer, je sais pas comment dire ça autrement, et même qu'en moyenne, tous ces nouveaux primo-entrants, ils arrivaient alors que il y a en croissance en moyenne par an 220 CDDU, donc CDDU c'est d'intermittence du spectacle, supplémentaires tous les ans. Donc il y a un moment, si on n'a que 220 nouveaux postes qui se créent, mais qu'il y a quand même plus de 1200
nouveaux entrants qui arrivent, c'est-à-dire qu'il y en a qui partent en cours de route parce qu'il y en a marre, et qui en plus la moitié encore qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Ouais, il y a un moment, faut dire les choses, et aux assises du RECA, ils n'étaient pas capables de l'entendre, il y a juste trop d'écoles. Je me permets juste de définir ces DDU, c'est contrats à durée déterminée d'usage. C'est des contrats, on va dire assez courts en général, de 1 mois ou plusieurs mois en fonction d'une prod, et qui, entre guillemets, donnent accès au chômage d'intermittence, mais on n'a pas de prime à la fin du contrat, c'est des contrats un peu précaires. Mais c'est ce qui nous permet de nous toucher l'intermittence. Et c'est ce qui fait qu'on est flexible, entre guillemets, qu'on peut sauter d'un studio à l'autre, un peu en un claquement de doigts, en cherchant. Mais... Juste pour rebondir sur les écoles, hein, ce qu'on évoquait, nous il y a des points qu'on avait relevés également lors des assises du stage qui malheureusement ne sont pas entendus. Je fais une petite anecdote, hein, mais avec Team Anim, sachez qu'on avait publié une tribune également, qu'elle a été envoyée à des ministères, à France Compétences également. Enfin voilà, on a également essayé d'œuvrer en partenariat notamment avec les Intervalles qui avaient signé cette tribune. Nous, ce qu'on avait également fait remonter collectivement, hein, c'est que le premier point sur lequel nous on insiste, c'est qu'encore une fois, ces écoles ne répondent pas à des besoins de terrain. On parle de 2D, on cherche des box anim, on cherche des compositing, on cherche du montage, on cherche du FX. En fait, on ne vous forme à rien de tout ça en école. Elles font énormément de clientélisme et malheureusement, c'est un fait qu'on ne peut pas passer à côté. Elles sont coûteuses et chères, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec mine de rien. Sont-elles vraiment inclusives? C'est un débat qu'on peut poser, on peut se permettre de poser également. Et nous, un point aussi qu'on a également relevé avec Team Anim et qui nous fait très peur, c'est le plan France 2030, la grande fabrique de l'image. Alors on se permet de le dire dès maintenant si jamais vous ne le connaissez pas. C'est dans le cadre du plan France Relance, en fait, lancé par le président, qui est un plan massif d'investissement et de relance, donc avec une branche dédiée en fait au cinéma au sens large d'ailleurs, et donc à la création numérique, qui vise notamment pour la branche d'audiovisuel animé, film d'animation, en fait, à soutenir et créer de nouveaux campus. Alors bizarrement, des nouveaux campus dans des écoles qui existent déjà, on peut déjà là aussi se poser une question, qui promeut également les méga campus, donc des campus de 1004, 1008 étudiants, toutes filières confondues, enfin autant vous dire... c'est gigantesque, et qui investit également dans des entreprises qui existent et qui se portent bien. Là aussi, on pourrait se poser la question de savoir si cet argent est correctement utilisé. Voilà, donc nous, on a relevé cette inquiétude notamment, et on demande de toute urgence une réorientation de ce plan, et ça nous semble foncièrement nécessaire. Bon, la voix n'a pas été entendue malheureusement, nous en sommes fort navrés, en tout cas, on essaie de porter ça haut et fort, mais il est clair que ces écoles, il y en a trop. Elles sont mal orientées, elles sont mal financées, et surtout, et on va y venir, elles sont mal contrôlées, en tout cas. En plus, ce petit résumé de 2009, c'est Léo qui me l'a trouvé, qui m'en a parlé hier soir, c'est des vraiment petits ajouts. Des rencontres animation formation, donc RAF, c'est les radis RAF, c'est des rencontres qui a Angoulême une fois par an. Et déjà, comme vous pouvez le lire, en 2009, on se plaignait, en 2009 ça commence à dater, hein, c'était il y a 15 ans, et en 2009 on disait il y a trop de juniors, on pioche trop dedans, on n'arrive pas à garder les seniors, et en parallèle ils sont pas formés en école sur la réalité de terrain en entreprise. 15 ans après, il n'y a rien qui a été fait. C'est pire. Voilà, c'est pire parce qu'il y a beaucoup plus d'écoles qui ont sauté, donc les RADIRAF ont fait remonter ces infos, et en fait elles remontent quasiment tous les ans au RADIRAF, via les chiffres d'audience, aux assises du stage, mais il n'y a rien qui est fait. Donc, quasiment tous les ans, ils font une conférence sur oh là là, comment on peut faire pour régler ça, et il n'y a rien qui est fait. Donc, il y a rien. Nous, aux assises du stage, moi j'étais un peu gêné parce que vraiment la solution, une solution, ce serait ne serait-ce même pas réduire le nombre d'écoles déjà, mais réduire le nombre d'élèves par promo, par classe. Parce que Guillaume et moi, on donne des cours en école, et moi, d'avoir des classes de 30 élèves, je peux pas faire du suivi personnalisé, typiquement. Ouais, non, il y en a, c'est abusé quand même. Et on est sur des arts appliqués, donc on est censé faire du suivi personnalisé, individuel d'élèves, et on nous demande en session de 2 heures de voir 30 élèves en même temps, alors qu'en plus, les professeurs sont pas toujours des permanents, mais souvent des intervenants qui sont là le temps d'un semestre, et nous, on travaille en plus à côté. Donc j'ai déjà vu des élèves se plaindre se disant qu'on n'était pas leur priorité. Je sais pas, oui, non, c'est vrai, vous n'êtes pas ma priorité, mais je vous vois 2 heures par semaine en fait, je fais ce que je peux. Donc voilà, depuis
nous, on essaie, typiquement Team Anime a essayé d'autres créneaux pour essayer d'autres canaux pour se faire entendre, parce que l'Eureka, Radiraf, ça marche pas. Nous, les intervalles, on essaye surtout de politiser justement les jeunes diplômés, les étudiants. Il y en a qui bougent, typiquement Pictura, là, essaye de monter un syndicat étudiant. Et franchement, GG à eux. Pictura, c'est une école de Valenciennes. Non, Pictura, c'est à Valenciennes. Ils sont à Roubaix, je sais plus. Enfin, dans le nord, quelque part dans le nord. Dans le Mordor. Voilà. Voilà, la pleine image. Et c'est super cool qu'ils arrivent à se monter. Et vraiment, s'il faut se politiser dès l'école, ça peut, pour ceux qui sont encore en études, là, paraître loin, de se dire, je verrai quand je serai sorti, j'aurai fini mon diplôme. Mais en fait, votre école fait partie du secteur professionnel, fait partie de ce clientélisme dont tu parlais. Et vous êtes déjà en soi des professionnels en devenir. Donc il faut que vous, pour vos droits au travail futur et même pour vous assurer des emplois futurs, et le droit étudiant tout court, il faut que les élèves en fait s'informent, se politisent et qu'ils se fassent eux-mêmes entendre. Moi, c'est la solution que je vois, c'est qu'il faut que les élèves se fassent entendre, sinon c'est pas possible. On peut pas se faire entendre à leur place. C'est ça. Donc, et sur le manque de contrôle dont tu parlais des écoles, oui, c'est que c'est des écoles, c'est des entreprises, c'est des écoles privées, donc qui fonctionnent comme des entreprises. Certaines dépendent de chambres de commerce et d'industrie qui se sont, depuis le premier mandat Macron, beaucoup distanciées, on va dire pour le dire poliment, et ne participent que très peu maintenant au fonctionnement des dites écoles, ce qui fait que, en fait, elles peuvent proposer ce qu'elles veulent. C'est pour ça que tu as de la... Ouais. Je reviens là-dessus également sur les établissements. Il faut savoir que la plupart des écoles vous donnent donc ce qu'on appelle des titres RNCP, qui sont des titres qui permettent de reconnaître le diplôme d'État. Il faut savoir que la plupart des écoles louent ces fameux titres. Donc ça ne favorise pas également la diversité des formations et des contenus qui vous sont proposés, parce qu'en fait vous louez un contenu qui existe déjà dans 1, 2, 3, 10, 15, 20 écoles. Donc ça n'aide pas en fait tout simplement à ça. À ce titre, on peut noter également la récente initiative du Eureka qui souhaite se labelliser dans une volonté en tout cas certifier les qualifications et d'avoir un meilleur contrôle sur les établissements. Voilà, nous on attend de voir, j'ai envie de dire, parce que pour l'instant on n'a pas encore le résultat, donc on va rester très vigilant là-dessus. On peut également noter quelque chose qui est très important quand même pour pas non plus toujours jeter la pierre à ces studios, c'est que mine de rien, avec tout ce bazar, pour parler crûment, finalement le rôle de formation est complètement reporté en fait dans les structures dans les entreprises, alors que ce n'est ni leur rôle, elles n'en ont ni le temps et elles n'en ont ni l'argent tout simplement. Et ça c'est aussi quelque chose sur lequel il faut travailler. Si vraiment c'est un schéma qu'on souhaite voir perdurer, dans ce cas-là prévoyons les moyens en fait au sein des entreprises, ou si c'est quelque chose que nous ne souhaitons pas voir perdurer, et dans ce cas-là trouvons une autre manière de fonctionner, parce qu'en l'état ce n'est juste pas possible de rester sur un schéma comme ça, quoi. Voilà. Il y a quelques modèles alternatifs qui existent, justement, c'était encore Lucille Boileau de Supamonks qui parlait du fait que là-bas, à Supamonks, ils prenaient des stagiaires, ils les formaient en dehors des prods en cours, mais pour ensuite clairement les embaucher dans la foulée. C'est qu'ils avaient vraiment mis en place un fonctionnement de long terme, pas de juste on profite des petites mains pas chères. Oui, voilà, ils ont détaché des équipes exprès, et c'est assez rare, en vrai, moi j'ai jamais vu ça en 10 ans. Donc c'est très très cool à voir. Et qu'il faut remarquer aussi que si on n'avait pas des rythmes de prod aussi éreintants, on aurait peut-être moins de mal à intégrer des stagiaires et des primo-entrants dans le milieu. Typiquement, c'est Cédric de la CNT qui m'a fait remarquer juste avant que Tu nous as pas vu production, un studio qui est à Arles, ouais, merci. Et à Annecy Et aussi. Annecy, voilà, et vient d'instaurer la semaine de 4 jours, ce qui typiquement est top pour intégrer plus de monde et laisser les gens autant de ne pas s'épuiser sur leur taf et de faciliter l'arrivée de nouvelles personnes. Donc si d'autres studios nous écoutent, je sais pas, je regarde le ciel comme ça, ils sont pas ravis, ou même voient notre vidéo qu'on est capté, s'ils ont envie de passer la semaine de 4 jours, je pense vraiment que ce sera bénéfique à tout le monde. Il faut juste que nous, de notre côté en prod, on arrive à mieux négocier les délais de production, ce qui n'est pas toujours aisé. Et je précise que c'est 30 heures payé 35. Oui, c'est... Voilà, mais non, mais parce qu'il y a aussi la semaine à 4 jours, mais... Mais en 35 heures. Oui, voilà. non, souvent ça va être 35 minutes. On va du ton salaire. Ok. C'est un vrai 4/5e. Voilà. On a aussi une tentative actuelle de proposer de plus en plus souvent l'alternance dans le cadre des formations.
qui théoriquement pourrait permettre justement aux personnes en études de se former directement dans les structures, donc de répondre aux besoins d'attente des studios. Mais pour l'instant, c'est à vous. C'est des cas exceptionnels, enfin ça arrive très très peu, et même moi dans ma formation je ne l'ai vu qu'une seule fois. Après, il y a un truc à peu près identique, mais je sais que les écoles publiques qui font les DNMAD, alors je sais plus s'ils le font encore, mais ils faisaient des... En deuxième et troisième année. Ah ok, parce que moi quand j'étais en DMA, quand on finissait le DMA, on pouvait faire une troisième année qui avait ça s'appelait une SND, une formation complémentaire non diplômante. En fait, on était toujours étudiants, donc on pouvait faire juste des stages et ça nous permettait de nous former. Moi, j'ai pas fait ça, mais j'ai des camarades qui ont fait ça et qui ont trouvé du travail après un an de travail, enfin un an de stage. Donc, mais voilà, l'alternance. Bah, c'est surtout que donc, les fameux DLMAT, maintenant, c'est deuxième et troisième année en alternance obligatoire pour le diplôme. Hein, donc il faut les caler. Et le quota autorisé d'alternants par production, il est encore plus risible que le quota de stagiaires. Et il est clairement pas applicable en fait à un rythme de production où vous allez travailler 3 mois, 6 mois, 1 an, vous êtes déjà même pas certain d'avoir l'année complète avec votre équipe. Là où une alternance, il faut la caler 2 ans, bon bah c'est bon courage quoi, pour avoir un soutien, pour avoir un référent tout le long, pour avoir les subventions hein, qui sont coupées de plus en plus également parce que ça coûte cher aux entreprises hein, d'avoir un alternant, c'est pas donné non plus. Bah, ça complique les choses et ça favorise pas non plus l'alternance, en tout cas lors de l'intégration et pour l'accompagnement en formation. Quoi. Ouais, pour recherche d'alternance, peut-être apporter un témoignage. Il y a beaucoup de studios qui sont aussi pas pour le principe parce qu'ils sont pas sûrs d'avoir pendant 2 ans, pendant 6 mois un truc et ils n'ont pas envie de prendre le risque de payer quelqu'un pour rien. Et donc ça fait que. Ah. En fait, Parle bien dans le micro, ça marche, mais il faut parler fort. Et donc, il y a plein de studios qui vont juste refuser parce que déjà, ils connaissent pas les formations, ils connaissent pas le concept, donc ils voient pas et ils sont pas non plus beaucoup dans une démarche on va essayer et ça coûte quand même relativement pas cher en alternant, mais ils ont pas forcément envie de se mouiller quand même. Il y a deux choses dans ce que tu dis, c'est que déjà souvent on a des plannings de prod très mouvants, on peut avoir du chômage technique parfois, surtout en début de prod, en dev, où on peut parfois ne pas avoir de boulot pendant 6 mois, ça peut arriver, c'est très chiant. Donc oui, si on a un alternant et qu'on n'a pas de boulot à lui donner, on se retrouve très embêté. Et même si on a après une fois qu'on est en prod, normalement, si tout va bien, ça roule pendant 1 an, c'est que 1 an et en vrai le rythme d'alternance d'être là un jour sur 2 ou 2 jours sur 3 fait que c'est très compliqué avec nos rythmes de prod de suivre. Il y a une exception je dirais seulement, c'est justement au poste de gestion de prod. Assistant prod, chargé de prod, mais on est toujours content d'avoir des alternants parce que c'est pas un poste où on est soumis à du quota de seconde jour. On a beaucoup de micro-tâches, on est vraiment des petites mains, surtout chargé et assistant de prod, c'est vraiment de la petite main, on a plein de mini-tâches partout. Donc pour apprendre sur le terrain, c'est plutôt pas mal et là, c'est plus viable. Après, le deuxième truc, c'est que comme tu dis, souvent, on sait pas comment ça marche. Chargé de prod et dire prod, c'est pareil, il n'y a pas de formation en France, à part 1 ou 2 au Gobelin et encore. Voilà, moi-même je suis historien de l'art à la base. Voilà, ça sert à rien. J'ai des anecdotes pourries sur la Renaissance italienne. Mais on apprend sur le terrain la plupart du temps et on connaît pas non plus le droit du travail. Moi j'ai commencé à m'y intéresser parce que je suis sale gaucho, mais sinon le nombre de chargés de prod qui savent pas comment fonctionne un stage, l'alternance, le droit du travail basique même, c'est assez effrayant. Le monde des salariés tout court, et donc ça que quand vous allez demander une alternance ça va être souvent quand même le ou la chargée de prod en entreprise, la personne risque de dire je sais pas, il faut que j'aille regarder, j'en sais rien. Mais sincèrement, hein, moi j'ai. Mais pourtant, il existe un super document qui s'appelle la convention collective. La quoi où en fait, si vous posez une simple question, ça peut être assez prosaïque, mais je sais pas, vous avez un proche qui décède, peut-être une grand-mère ou un parent, vous savez pas si vous avez droit à un jour de congé. Bon, déjà, vous regardez le site du gouvernement, et après, vous vous confrontez avec la convention collective, et c'est la convention collective qui fait autorité. Donc, par exemple, pour une grand-mère, moi ça m'est arrivé, je n'ai pas droit à 2 jours de congé. Donc, mais voilà, c'est important en fait d'avoir en tête que ce document existe, même en fait plus important que ça, sur des trucs comme les congés ou les arrêts maladie, il y a une grille de salaire qui en fait minimum oui, voilà, qui répartirait aussi quelles sont les tâches des métiers associés. Pardon ? Elle n'a pas de backflap, mais elle est toujours là. Ouais, non, mais en fait c'est une base et
par exemple, quand on négocie des salaires avec un studio, il faut quand même avoir en tête quel est ce minimum-là, en fait, sachant qu'il est mis à jour tous les ans avec l'inflation et tout le team, mais et avec des renégociations entre les différents syndicats. Donc, c'est un document qui est plus que nécessaire d'avoir toujours en lien dans votre navigateur internet, en fait. Je pense que ça va être le sujet de la prochaine question, parce que vous êtes deux personnes à avoir des expériences d'enseignants, et toi, Antoine, tu dois être en contact avec des personnes qui te demandaient plus d'informations vis-à-vis du guide que tu as J'étais écrit. enseignant en école aussi. Et tu as été enseignant, donc, voilà, 3 personnes enseignantes. Est-ce que, à votre sens, on enseigne suffisamment leurs questions de droit du travail dans le cadre des écoles? On reviendra après sur l'accessibilité à l'emploi, mais dans un premier temps, savoir ce qui permet la pérennité dans le milieu du travail, c'est de bien connaître ses droits, de savoir négocier correctement les choses et de savoir aussi ses compétences et ce qu'elles valent. Est-ce que dans vos expériences et dans ce que vous essayez de transmettre à vos élèves aussi, c'est quelque chose qui est encouragé et même est-ce que les élèves ont un intérêt et sont en demande par rapport à ça? Alors, d'expérience, il y a certaines écoles qui, en tout cas de plus en plus quand même, parfois essaient de faire cet effort, mais c'est des volumes d'1 heure, c'est des volumes de 2 heures. Enfin, je veux dire, on n'apprend pas un secteur entier en 2 heures de législation. Surtout dans la complexité qu'est le nôtre, avec toutes les particularités que ça entraîne. Truc tout bête, hein, les cumuls d'activités, et j'en passe. Enfin, on en est beaucoup à être confrontés, et en fait. C'est un peu la croix et la bannière pour trouver des infos là-dessus. Donc non, il est vraiment clair que les formations, qu'elles soient étudiantes, mais même professionnelles d'ailleurs, sont à envisager pour informer et donner des codes également de lecture pour les documents législatifs qui peuvent être très très barbares à lire parfois si on n'a pas les clés en main, même si on a le document sous les yeux. Donc cette accessibilité, elle est à travailler. Alors elle progresse avec le guide, avec des sites, avec des associations qui se montent, et ça c'est quelque chose à garder et à continuer et à persévérer. Après, il est clair que les écoles ne peuvent pas tout apporter dans le volume qu'elles ont non plus. Donc là aussi, que vous soyez étudiant, que vous soyez technicien, ne soyez pas passif non plus vis-à-vis de ce que vous vivez. En fait, c'est aussi à vous d'aller chercher, c'est aussi à vous d'essayer de vous informer, parce qu'il y a quand même des choses qui sont là. Il ne faut pas être passif vis-à-vis de votre recherche ou des éventuelles problématiques que vous pourriez rencontrer. Bien sûr, discuter avec des professionnels, ils ont leur propre expérience, donc eux aussi peuvent vous donner des clés, et après il y a des événements qui se montent, un exemple très concret, avec Timaning, quelque chose qu'on a monté depuis 1 an en partenariat avec France Travail Scène et Images. Voilà, on a des thématiques qu'on fait bouger de ville en ville, où on les fait venir, ils abordent des thématiques, ils abordent des sujets, ils sont avec vous, ils discutent, et ça c'est typiquement, que ça soit au sein des établissements comme au sein du monde professionnel, des choses qui je pense en tout cas peuvent être pousser et favoriser et surtout à mettre en avant, qui sont vraiment importantes, mais les écoles ne font clairement pas assez à ces outils législatifs et aux droits qu'on a et à ceux qu'on n'a pas d'ailleurs et qu'il faut qu'on défende, mais également aux devoirs qu'on a vis-à-vis du monde professionnel dans lequel on travaille. Moi, j'ai commencé justement à donner des cours de gestion de prod parce que j'en avais marre de voir des juniors qui sont des touristes en studio. Et qui me regarde en mode télé RH. Non, je suis la chargée de prod. C'est quoi? D'accord. Et en fait, ça peut vous paraître bête, mais la chargée de prod, ça va être votre intermédiaire hiérarchique principal pour toutes les questions d'administration, de contrat, mais aussi si vous voulez être absent, si vous avez un problème malade, vous n'êtes pas là. Toutes les questions bêtes et méchantes, c'est à nous que vous les demandez. Et donc j'ai commencé à donner ces cours en école, et en fait là, je me suis rendu compte que la plupart en proposaient, mais pareil, des formats très courts d'1 ou 2 heures, et souvent en parallèle des cursus. C'est genre, viens vendredi soir de 20h à 22h écouter quelqu'un parler de Pôle emploi. Je peux comprendre que ce soit pas super sexy. Et moi, les cours que je donne, souvent, je suis plutôt là sur un trimestre entier, donc sur 2 mois, 2 mois et demi en général. Mais même là, j'observe que déjà que faut reconnaître, c'est pas un cours super sexy, j'essaie de le rendre sympa, mais en fait, faut le donner aux dernières années. Donc soit 3e, soit 5e année, sinon ça sert à rien. Faut le faire vraiment au moment où ils vont rentrer sur le milieu du travail. Ouais, voilà. Juste avant qu'ils se disent, bon, ça y est, il va falloir que je charge de boulot. Et j'en ai quand même aussi qui s'en foutent. Et ça, je sais pas quoi faire, sincèrement. Ça me blase un peu de voir que je donne cours et je leur dis, moi, les conseils que je vous donne, clairement, ça va vous aider à trouver du taf. Parce que je leur parle pas que de droit du travail, je leur parle de tous les postes qui existent. Je leur montre un pipeline de prod, un workflow, parce que les 2 tiers veulent évidemment être surtout en 2D, border, concept artiste ou animateur.
Je vais il y a plein de métiers entre ça, il y en a un paquet. Et ce serait bien que vous les compreniez parce que bah, déjà vous avez moins l'air de complètement débarquer quand vous postulez en studio. Et ça fait la différence. Pareil, je leur montre à quoi ressemble un planning, que Excel ne leur fasse plus peur. Je leur montre à quoi ressemble Kitsu et ShotGrid, qui sont des logiciels de gestion que vous allez avoir dans tous les studios. Et il y a bah, quand même encore des étudiants qui sont pas très intéressés, qui se disent moi je gère artistiquement, et non, rigole, mais j'en ai eu surtout des mecs, hein, bizarrement. Je dis ça, je dis rien. Qui se dit moi je gère artistiquement, je vais trouver du taf juste grâce à mon portfolio sans souci. Voilà, parce que les écoles leur disent t'inquiète, tu vas faire Disney Pixar, si t'es doué, tu le trouveras sans souci, on va t'appeler direct. Alors oui, ça arrive. Il y a des histoires, oui, on va vous. Ouais, en plus, j'en ai un là, dans mon équipe, j'ai vu son cours de fin d'études, j'ai fait putain, il est trop bien, je le prends dans mon équipe d'anime. Oui, ça arrive, mais ça arrive, c'est pas la majorité des cas, même si vous êtes bon. Et c'est important de savoir comment fonctionne votre secteur professionnel au moment de vous y lancer. Parce que sinon, déjà, vous allez être pénalisé, vous allez moins facilement trouver du boulot. Et il faut pas croire, encore une fois, que on fait des petits Mickey avec plein de paillettes et que tout le monde y sait et tout le monde boulot. Ça reste une industrie. Hein. Même si on est globalement plus chill que d'autres métiers parce qu'on est tatoué, on a les cheveux colorés et tout, faut quand même se battre un peu pour sa place. Je dirais, enfin là, j'ai plus peut-être parlé de mon expérience personnelle quand j'étais, enfin, à STN, ça compte pas parce que en droit, on va dire, du travail et tout, j'ai plus eu un cours sur le droit d'auteur et j'ai tout oublié. Donc c'était, pardon le professeur, mais et quand on était à l'AMCA, en gros, on a eu quelques modules ou un module à toute fin de l'année où tout le monde était sur les rotules après avoir fini leur cours, mais on avait eu au moins, c'était un bâton studio en fait qui était venu plusieurs fois pour au cours d'entretien individuel avec chacun des étudiants, demander en fait, enfin en gros on montrait notre travail, on disait ce qu'on avait plus ou moins envie de faire et lui en fait on regardait genre sur le site de Polymage Magéis, il y a des offres d'emploi et tout et on pouvait en fait, enfin, il donnait des conseils en disant mais peut-être que si toi t'as envie de faire ça mais t'as peut-être pas le niveau, peut-être que rentrer par là ça serait plus intéressant ou des choses comme ça. Et bon, moi, ça m'a fait complètement flipper parce que quand j'ai fini mes études, je savais pas ce que je voulais faire comme métier parce que je me trouvais nul partout, donc ce qui aide pas. Et enfin voilà, et premier boulot, enfin moi qui voulais faire de l'anime 2D et tout, alors que j'ai fait des formations en 3D, je suis pas très futé et on va dire mon premier métier c'était de VIE 3D. Donc voilà, mais voilà, en fait, il faut se dire que le premier métier, c'est une porte d'entrée dans l'industrie. On peut toujours après aller dans d'autres métiers, dans d'autres branches. Enfin, il y a des manières de se former aussi, ou même enfin, je vais pas vous faire une injonction aussi à travailler chez vous ou à ruiner la santé pour vous former de votre côté, mais en fait, par aussi les rencontres que vous allez faire. Par le travail que vous allez faire, vous allez peut-être trouver de nouvelles opportunités de travail aussi que vous n'aurez jamais pensé et sur lesquelles vous allez vous épanouir. Donc moi, les O3D, j'ai désespéré dessus. J'ai un jour postulé pour de l'anime, j'ai vraiment supplié en disant prenez en ce que vous voulez dans mon assist. Et oui, juste en regardant ma bande démo, ils ont dit oh IDFX, c'est sympa, tu veux venir? Enfin, fais un test et après, bah, c'est là où moi je savais pas qu'un métier comme l'animation de VFX en 2D existait, enfin précisément. Et en fait, depuis que je suis rentré, enfin que je fais ça, j'ai pas bougé quoi. Je me plais dans ce métier-là et c'est super. Mais voilà, il y a des ajustements et tout, et c'est peut-être aussi une force, on va dire, entre guillemets, de notre flexibilité. C'est qu'on peut se permettre des fois d'essayer, enfin, après, ça veut dire se risquer de repartir en bas d'une forme de hiérarchie, mais bon, enfin, ça va être un peu contre-productif par rapport à ce qu'on a dit avant, mais en fait, le travail, c'est aussi notre école, hein. Donc, c'est aussi un endroit où on se forme. Il faut pas que ça soit, on va dire, contre la production, mais il faut que ça aille aussi dans un certain sens, quoi. Quand il y a des acquis de connaissances et techniques qui permettent aussi de suivre une cadence, quoi. J'ajouterais à ça qu'il y a aussi pas mal de formations continues en animation qui sont proposées par l'AFDAS ou le CPNEF qui permettent de multiplier ses compétences et à travers cela rencontrer d'autres professionnels. Néanmoins, l'AFDAS, en fait, il faut avoir travaillé pour pouvoir avoir des droits. Il faut avoir cotisé avec l'AFDAS ou CPNF. Le point suivant que je voudrais qu'on aborde, c'est le processus de recherche d'emploi. Puisque une fois qu'on est diplômé, une fois qu'on est formé, on a 5 bac plus 3, 5 bac plus 5, et qu'on a envie de travailler, on a les compétences pour travailler,
et qu'on doit travailler, comme on le citait précédemment, le coût des écoles est en croissance depuis un bon moment. Comment on fait et quelle plateforme, quels moyens, quel réseau doit-on enclencher? Et on sait que c'est quelque chose qu'on doit constituer sur la longueur. Donc j'aimerais avoir vos avis dessus. Je t'ai dit le mot-clé, hein, c'est réseau. On fonctionne au copinage. Alors, je sais, il y a beaucoup d'introvertis dans l'animation, mais il faut se faire un peu violence et il faut trouver d'autres introvertis qui travaillent déjà. Ça aide. Mais ouais, non, le réseautage, en vrai, c'est super important parce que il y a bien. Je vous dis ça à la louche parce qu'encore une fois, on n'a pas de chiffres. Mais il y a bien la moitié des annonces qui ne paraissent jamais en ligne parce que plutôt que de passer une annonce de recrutement pour laquelle on va devoir gérer 100 à 200 candidatures pour un poste, surtout pour les gros studios, on va plutôt demander au chef de poste, t'as pas quelqu'un recommandé qui fera l'affaire? Et ça peut être quelqu'un de junior, il va dire, ah si, mais j'avais vu j'étais jury sur son cours de fin d'études, ou tiens, j'ai donné cours à cette classe-là, il y avait quelques bons éléments. Donc votre réseau, il commence par vos profs. Déjà, pas hésiter à aller voir vos profs, parce que la plupart du temps, c'est des professionnels en poste. Et aller à des événements. Il y a des entreprises qui organisent des événements et des assos aussi, c'est vrai, avec Team Anim, qui organisent des événements de rencontres, justement, qui font les ponts entre écoles et entreprises. Et vraiment constituer son réseau, c'est primordial pour s'y retrouver parce qu'on peut être le meilleur du monde. Si personne ne nous connaît, c'est foutu, quoi. Il faut vraiment se faire voir sur le marché. Et ça peut jouer à rien, hein, franchement. C'est vraiment, c'est une impression, quoi. Enfin, il y a un vrai facteur chance en fait dans la recherche du travail d'animation qu'il faut prendre en compte, quoi. Encore plus aujourd'hui, vu que le marché est, on va dire, compétitif. On est les uns contre les autres, c'est un peu chiant, c'est un peu triste à dire, quoi, mais c'est la réalité du marché du travail. Donc après, on parlait de réseautage et tout. Il y a les réseaux sociaux qui permettent aussi de, entre guillemets, avoir des contacts ou des choses comme ça, ou de postuler des annonces. C'est pas la solution idéale. Enfin, il y a des groupes Facebook, c'est vraiment pas la solution idéale. Il y a LinkedIn aussi, sur lequel on peut trouver des posts. LinkedIn, un meilleur réseau social, celui qui me fait le plus de dopamine. Moi, quand je vois un recruteur qui regarde mon profil, je suis en mode. Mais après, il me répond pas. Du point de vue de recruteur, moi je dirais comme que LinkedIn, c'est le réseau de l'enfer. Faut pas lire les posts. C'est le réseau des stalkers. Voilà, mais visez pas les posts dessus, c'est horrible, c'est vraiment la méritocratie à 200%. Par contre, c'est vrai que du point de vue recruteur, c'est un CV en ligne. Donc on peut voir tout de suite un lien vers votre bande démo, votre portfolio, dans quel studio vous avez bossé, pendant combien de temps, à quel poste. Et de recommandations. Oui, c'est vrai qu'il y a des recommandations aussi en dessous, mais même moi, si par exemple on me dit tiens, on va voir le profil de machin, il est pas mal, je vais regarder son LinkedIn, et puis c'est bête, mais ça me permet de vous contacter aussi. Mettez pas forcément votre numéro de téléphone, au moins votre mail, parce que parfois on me dit tiens, machin, il est vachement bien, t'as son contact? Non, je fais. D'accord, je fais comment pour le contacter? Je sais pas, j'en ai un récemment, il m'a dit tu le contactes sur Instagram. Et moi, c'est mon Instagram perso, c'est un peu gênant. Il y a mes photos de vacances, d'être cosplay dessus, j'ai pas envie de contacter quelqu'un. Je sais qu'il y a. J'ai bossé un moment pour Superprod et il y a des gens qui ont envoyé CV bande démo, ils ont envoyé des liens Instagram. Ne faites pas ça, En pub, si, en pub, ils le font. Ouais, mais un petit. Je sais pas, un PDF d'un CV et un lien vers un Vimeo ou un Drive avec une bande démo. C'est mieux. Enfin, il y a l'accès à. Enfin, il y a des gens qui sont pas sur Instagram, il y a même des gens professionnellement qui sont pas sur Instagram, notamment des leads ou des vieux, ou des moins vieux, hein, mais il faut que vos informations soient accessibles en fait facilement. Et on va dire, malheureusement, Meta, c'est pas le truc le plus accessible des fois. Pour rebondir là-dessus, alors il est clair que le cadre commun, il n'y en a pas, et c'est d'ailleurs une vraie douleur, hein, que vous soyez stagiaire, que vous soyez primo-entrant comme technicien, hein, parce que même parfois avec 5-6 ans de bouteille, il suffit d'un creux, vous changez de région et vous lèvez dans l'os. Donc il est clair qu'il y a du travail à faire là-dessus, mais il y a des initiatives qui se montent. Alors c'est pas pour prêcher pour notre paroisse, mais avec Team Anim, on met des choses en place là-dessus, pour essayer d'uniformiser, ne serait-ce que sur le territoire d'une région. Il y a des plateformes en ligne, hein, on parlait de le réseau, mais les réseaux, encore une fois, même si surtout on veut en sortir, Jobotropo, hein, qu'on évoquait, si vous voulez éviter des polémiques du gros Facebook, hein, créé par un animateur également, voilà, qui vient du terrain, qui a conscience des problématiques du terrain, donc c'est pas parfait, mais ça fait son taf, et il faut soutenir ce genre d'initiative. Il est clair après par contre qu'il y a un vrai sujet sur l'uniformisation à la fois des candidatures,
proposé de la part des studios du traitement des candidatures. Hein. On est quand même un des rares pays au monde où on ne répond pas à des candidatures, ce qui est un vrai supplice. Et après, il ne faut pas s'étonner que les gens soient dégoûtés de pouvoir candidater. Je veux dire, c'est quand même le minimum des choses de dire nous avons bien reçu, nous ne voulons pas de vous, nous voulons de vous. Je veux dire, c'est quand même le b.a.-ba. Ne serait-ce que pour l'image des studios, hein, même pour eux, en fait, c'est important d'entretenir cette image-là. Il y a également aussi une nécessité à la formation, au recrutement au sein des entreprises. Trop souvent, c'est des gens qui finalement ne savent pas ce que c'est que recruter. Je veux dire, ça peut être très violent hein, parfois le recrutement quand c'est pas fait correctement. Il est important de former là-dessus. S'il n'y a pas d'RH, il n'y a pas de former en tout cas les équipes d'encadrement, de chargés de prod et même parfois les leads hein, qui peuvent avoir des avis là-dessus. Admettons s'ils doivent en tout cas donner un avis qu'ils aient quand même quelques clés en main, ça c'est sûr. Et bien sûr, on parle des ghost jobs, hein, donc c'est un phénomène qui vient des États-Unis à la base et qui s'est énormément importé en France depuis bientôt 2 ans. Petite astuce, si vous voyez une annonce repasser 3 fois en l'espace de à peu près 1 mois, c'est un ghost job. Voilà, vous la mettez, surtout sur LinkedIn en l'occurrence, on les voit très très vite. C'est assez flagrant et en tout cas cette opacité du recrutement, et ben qui plus est, si même vous, hein, vous allez sur ces mêmes plateformes, que ce soit Team Anim, des assos, Jobotropo, LinkedIn, vous repartagez également de vous-même les annonces, que vous forcez un petit peu ce réseautage d'entre-soi, eh ben, j'ai envie de dire, si tout le monde s'y met, normalement la bulle elle va éclater et on arrivera peut-être également aussi à avoir un processus plus lisible, plus clair et mieux entretenu, quoi, tout simplement. Est-ce que tu peux juste définir un ghost job Ouais. Alors, Ghost Job, en fait, c'est des postes fantômes, c'est-à-dire que c'est des postes qu'on va publier alors qu'on n'a pas réel de recrutement, mais ça permet de maintenir la boîte en visibilité pour des questions d'algorithme, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, elle va faire croire qu'elle a toujours plein de projets, alors qu'en fait, pas du tout. En tout cas, pas de recrutement en cours. Et d'un autre côté, quand vous lancez un Ghost Job, il y a beaucoup de gens qui vont quand même candidater, et en fait, cette même entreprise se fait une base de données. Voilà, donc après, vous êtes un pion, vous êtes un numéro dans un listing, et elle fait son choix là-dedans, comme un marché de poissons, quoi. Si je vulgarise un peu. Alors, tous ne font pas ça, hein, mais ça arrive, et donc ces fameux ghost jobs, il faut en être vigilant également pour essayer de ne pas se faire avoir là-dessus, ou auquel cas, si vous envoyez, n'hésitez pas à en parler à vos collègues, dire attendez, celui-ci vous ne faites pas avoir, c'est un ghost job, ne candidatez pas. On n'est pas là à le crier non plus sur tous les toits, mais en tout cas, restez vigilant à ces offres qui peuvent arriver, quoi. Cela dit, je trouve qu'il y a du mieux depuis, notamment depuis qu'il y a Jobotropo sur le marché, parce qu'il y a quelques années, on dépendait encore du compte Facebook, qui était géré par des gens tout seuls, qui parfois sont de très bonne volonté, mais débordés. Et puis en plus, dépendant de Facebook, de base, c'est pas dingue quand même. Et avec Jobotropo, au moins c'est un site qui va pas vous prendre vos données, il y a juste un nuage de mots-clés pour que vous cherchiez la ville et le poste qui vous intéresse. Et il y a eu un petit peu de lobbying de notre part, de une petite dizaine de personnes, je pense, ces 2 dernières années, vraiment pour dire aux recruteurs, va poster là-dessus, ce sera visible, et ça permet vraiment aussi, de notre côté, de voir lesquels recrutent tout le temps, même pas forcément pour des ghost jobs, mais moi ça m'est arrivé de voir un studio qui repostait 6 mois après un poste pour lequel j'avais été refusé, et j'étais là, c'est pas bon, ça me donne pas envie d'y aller. Et en parallèle, même ça permet aussi de voir les studios qui sont pas forcément de bonne volonté. Alors je suis désolée parce qu'on est un peu chez eux là, mais je l'ai eu récemment avec Caribara où je leur ai dit oubliez pas, je vois votre annonce sur LinkedIn et je la vois pas sur le Jobotropo. Ils me disent non, on préfère rester sur notre réseau local. Sur LinkedIn déjà, je sais pas pourquoi c'est un réseau local, mais ils voulaient pas le mettre en ligne pour une raison obscure du coup. Et je trouvais ça un peu étrange parce que ils se coupent du coup de toute une partie de candidats qui seraient peut-être prêts à déménager à Annecy, ce que j'en sais, parce qu'ils ont décidé que non, c'est un réseau qui leur plaisait pas. Et pour rappel, Jobotropo, c'est un site sans inscription, c'est juste un agrégateur d'offres d'emploi où en fait, comme Timani, pardon, excuse-moi, pardon. Sur lequel en fait vous avez juste le contact, l'adresse mail à contacter pour postuler le formulaire. Mais j'allais dire, il y a quand même d'autres problèmes en fait pour les primo-rentrants, c'est qu'il y a des studios qui font qui recrutent en fait éternellement les mêmes personnes en interne entre guillemets, mais qui font appel aux gens qu'ils connaissent. Et en fait, entre guillemets, la porte de ces studios-là peut être fermée aux primo-rentrants en fait, ce qui complexifie la chose. Il y a des studios autant à Angoulême qu'à Paris qui sont sur des longs métrages. Quand on est dans le milieu, on connaît ces longs métrages et tout, mais on n'a jamais vu une offre d'emploi. Ils ont juste contacté toutes les personnes qu'ils connaissaient pour passer un test. Ils ont été pris, ils n'ont pas été pris, mais après,
tout est fermé, cloisonné. Bah, d'où l'importance du réseautage. Ouais. Même Donc, si c'est chiant d'en dépendre, c'est ça, mais c'est pas du jeu, quoi. Non, c'est pas du jeu. C'est triste à dire. Mais... Et juste pour compléter justement là-dessus, alors nous c'est ce qu'on s'est aperçu par exemple au titre de la région, donc avec cette fameuse page qu'on a lancée nous pour regrouper les offres régionales, pour avoir quelque chose de plus macro. Il faut savoir, et c'est factuel, que France Travail n'a absolument aucune idée de ce qui se passe en fait dans notre secteur, et que on parle de recrutement, mais n'empêche que d'être plus transparent, de poster les offres, que ce soit pour vous comme pour les différents organismes qui peuvent nous aider, c'est hyper important en fait. Et je vois nous, en tout cas dans nos dynamiques locales, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place, et en fait on se confronte à un mur de la part des structures qui ne souhaitent, pour une montagne de raisons, légitime ou non, c'est un autre débat, mais enfin, une montagne de raisons, ne postent pas, en tout cas, ou postent très rarement, ou pas sur les plateformes qu'elles souhaitent, ou pas forcément avec toutes les informations. Je veux dire, quand on recrute, bah, on veut savoir quand est-ce qu'on commence, où est-ce que c'est, à combien on est payé. Rien que ça, déjà, c'est la croix et la bannière pour avoir ces informations. Et quand on les demande, les réponses sont évasives. Donc, rien que ça, déjà, il y a un travail à faire là-dessus, plus que de centraliser, ne serait-ce que voilà, d'être plus transparent sur leurs offres. Parce que j'ai envie de dire, si vous ne les mettez pas, c'est que vous avez peut-être quelque chose à cacher. Et ça, il faut aussi l'avouer. Suite à ça, j'aimerais que vous me donniez quelques recommandations par rapport à, une fois qu'on a une offre d'emploi, comment on négocie, comment on relie un contrat, comment on relie une fiche de paie, et comment on s'assure aussi que ce soit un emploi qui nous corresponde. On a parlé plutôt des postes d'assistants qui sont fréquemment proposés aux jeunes personnes qui rentrent dans le milieu. Quelle démarche, quel organisme, quelles même ressources on a pour savoir si une offre d'emploi est correcte pour à la fois nos compétences et nos exigences. Je pense aussi en termes des entreprises qui peuvent demander de se relocaliser pour avoir un emploi, le fonctionnement des promesses d'embauche, le fonctionnement des périodes d'essai qui sont pratiquées parfois. Est-ce que vous auriez quelques choses à ajouter sur ce sujet? J'ai déjà envie de dire, même avant qu'on rentre dans le détail, les meufs postulées. Les mecs postulent quand ils ont 40% des compétences pour un job. Les meufs en moyenne attendent d'avoir 80%. Meufs et minorité de genre, excusez-moi. Donc postulez, vraiment. Attendez pas de connaître tout par cœur. Faut y aller un peu au culot parfois. Et moi, ça m'est arrivé d'embaucher des gens qui connaissent. Là, j'en ai un encore. Ils connaissent pas. Je travaille sur TV Paint, sur le court-métrage sur lequel je suis. Et j'ai un FX artiste qui connaissait pas TV Paint, qui connaît Harmony, mais qui a réussi à me convaincre, et qui avait une très bonne bande démo, et qui a réussi à me convaincre de le prendre malgré tout et d'apprendre TV Paint sur le tas. Donc vraiment, je vous ne dis pas de bullshiter, mais faut y aller un peu au culot, faut vraiment pas hésiter, parce que j'en ai vu à côté parfois, à l'inverse, où j'aimerais bien avoir le quart de confiance de ces mecs, quoi. Ils y vont, je suis là, mais ouah, t'es nul et en plus t'as l'air d'assumer, quoi. Je parle plutôt des vieux en plus, là, désolé pour les anciens, des gars qui ont trop la confiance, mais c'est ouais, vraiment, n'hésitez pas, faut y aller. Ça demande encore des soft skills, ça demande être trop, d'avoir pas un trop gros syndrome de l'imposteur et de pas être trop fermé sur soi-même. J'ai conscience que c'est pas toujours facile et que je vous demande encore un travail supplémentaire par rapport à tout ce qu'on vous demande déjà en sortie d'école, mais c'est... Il y a 2-3 tips de base. Il y a des tips quand même plus pratiques, vas-y. Bah, après, c'est j'ai demandé le que star mail, quoi. C'est un mail à envoyer avec un CV et une bande démo, quelques mots aussi pour enjoliver le tout. Mais en fait, la seule chose que vous pouvez, enfin la pire chose que vous pouvez, qui peut se passer, c'est que vous n'ayez pas de réponse. La meilleure chose, c'est que vous ayez une réponse, que ce soit oui ou un non, mais au moins, si on n'essaye pas, on ne sait pas, malheureusement. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fait du FX. J'ai tenté et voilà. Après, pour rebondir sur dans le processus, en fait, déjà quand vous postulez à une offre et que vous commencez à entamer, que ce soit un stage ou un premier boulot, en fait, ou même la suite, bah déjà vérifiez tout simplement que le salaire qui vous est proposé correspond à cette fichue convention collective, hein, parce que c'est quand même le minimum, et ça arrive parfois qu'il y ait des abus, que le contrat correspond, que vous avez bien votre période d'essai qui est dedans, enfin, en fait, j'ai envie de dire, parfois elle arrive, en tout cas, si elle est là, il faut, voilà, soyez au courant de ces trucs-là. Si par exemple vous souhaitez postuler pour une structure, bah n'hésitez pas à faire jouer le bouche à oreille. On parlait de réseau, le réseau il sert aussi à savoir si cette structure elle craint ou pas aussi, parce qu'il y en a quelques-unes où parfois il vaut mieux pas trop mettre les pieds, ou en tout cas vous le faites en toute avec conscience. Et ça c'est bon à savoir. Si jamais vous avez du monde qui travaille directement même dans le studio, bah comment ça se passe en termes de production, en termes de management, en termes d'organisation, parce que quelque chose qui est très importante. Alors en stage, on peut pas trop se permettre de faire le fine bouche, et primo peut-être pas trop, mais en tout cas, ce qui est très important, mais même pour votre carrière future, c'est de trouver une entreprise qui correspond également aussi à votre philosophie.
Ça veut pas dire que toutes les boîtes sont mauvaises, mais voilà, vous aurez plus ou moins une façon de travailler qui peut correspondre avec certains et pas d'autres. Et ça aussi, se renseigner, aller fouiller, regarder les projets qui sortent, regarder qui en sort, regarder qui travaille là-bas, ça peut vous donner des aides avant même de passer le pas de je vais postuler, ou en tout cas si vous êtes en phase de recrutement, ça peut vous donner des clés parfois pour forcer un peu ou pour au contraire ralentir la machine. Et alors oui, c'est un travail de longue haleine. C'est pas facile, on aimerait s'en passer, mais bon, j'ai envie de dire, au point où on en est, il faut bien qu'on s'arme avec ce qu'on peut. Donc voilà, ne pas négliger notamment toutes ces astuces-là, quoi. Juste un point sur les contrats. Faites attention, il y a des studios qui refusent de donner le contrat au début de poste, mais qui le font à la fin du mois. C'est pas légal. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé à dire plusieurs fois, oui, c'est pas légal. Le studio va vous dire, oui, mais c'est toujours comme ça qu'on a fait, c'est plus simple pour tout le monde. Oui, bon, si vous vous blessez au studio, c'est la faute du studio, là. Donc, normalement, vous êtes cool. Enfin, il y a une vraie. Comment dire, c'est une faute professionnelle de faire ça. Donc, Si vous ne recevez pas votre contrat dans les 48 heures après votre prise de poste, vous pouvez être automatiquement requalifié en CDI. Bon, c'est jamais le cas, mais n'empêche, ça coûte rien de le rappeler pour dire je suis au courant de mes droits. Ouais, voilà, n'hésitez pas à rappeler aux employeurs, vous êtes au courant de vos droits, vous n'êtes pas justement un touriste. Et que derrière, ils peuvent pas vous la faire à l'envers. Parce qu'il y en a, tu dis, ils doutent de rien, ils proposent des trucs. Parfois, il y en a même qui sont pas trop au courant eux-mêmes. Et leur rappeler un peu les bases en disant, me prends pas pour une truffe, c'est pas mal, quoi. En général, c'est plutôt des petits studios qui font ça. Les gros studios, comme ils ont une énorme masse salariale, ils sont plus à même d'être contrôlés par l'inspection du travail. Donc, en général, c'est un peu plus carré, quoi. Sachant que la plupart de ces studios petits, en tout cas, ils n'ont pas de RH. Donc c'est pas des gens dont c'est le métier d'embaucher des personnes, c'est des chargés de prod qui font ça en début de projet. Et en plus de la charge de travail parallèle, par contre, bon, ça fait quand même partie de notre métier de vous répondre quand vous postulez. Donc pareil, si vous postulez, vous n'avez pas de réponse au bout de 2 semaines, il ne faut pas hésiter à relancer. On peut oublier, hein, parfois, ça peut arriver. On n'est pas des robots, c'est-à-dire que moi ça m'est arrivé de recevoir 200 candidatures quand je cherchais 2 animateurs. Ouais. Et faut les traiter les 200 candidatures, et même si en vrai, je le maintiens, ça fait partie de notre taf, donc ne serait-ce que mettre en place un mail automatique en disant si vous n'avez pas de réponse d'ici 3 semaines, c'est que c'est mort. Il y La avait base. comme ça où c'était Mais Faust. relancer, vraiment. Il y avait Faust qui avait été un peu transparent là-dessus sur ils avaient ouvert en gros des postes pour des stages. Et ils avaient sorti le nombre en fait de candidatures qu'ils ont reçues pour le nombre de postes ouverts, quoi. Et c'était quelque chose de ridicule, genre 400, il y a eu 400 candidatures pour je sais pas, moins de 10 postes de stage, quoi. Donc bon, faut aussi se rendre compte de la masse de travail que ça donne aussi aux chargés de prod ou assistants chargés de prod qui vont devoir répondre aussi à tout ça, quoi. Et qui n'ont pas que cette tâche-là à faire malheureusement dans leur journée de travail. De toute façon, on est dans des métiers où en école on vous apprend surtout à être des techniciens, des techniciennes, mais il va vous falloir faire un peu de la veille constante. Comme ça, vous allez toujours chercher du taf. À moins que vous arriviez à un moment où vous avez un super réseau et on vous rappelle, qui peut arriver aussi au bout d'un moment, mais pour beaucoup d'entre nous, on cherche du taf tout le temps. Même quand on est en poste, on cherche le prochain boulot, on fait un peu de veille pour voir s'il y a des projets qui démarrent et tout. Donc il va de toute façon falloir être constamment un peu en alerte et faire de la veille médiatique des réseaux sociaux, de voir ce qui démarre et tout. Donc c'est un boulot supplémentaire, et c'est ça qu'on ne l'apprend pas en école. Moi, c'est un conseil que je donne tout le temps à mes élèves en disant mettez-vous des petites alertes LinkedIn, vous checkez 1 fois par semaine sur les studios qui vous intéressent, ça mange pas de pain. Et puis entretenez votre réseau. Moi j'ai vu des prods comme ça qui démarraient. Je vois 2-3 collègues qui viennent d'être embauchés dans le même studio. Et je sais que typiquement, il faut que j'accélère mon recrutement, sinon ils vont me piquer tous les profils qui m'intéressent. Ça marche dans les deux sens. Nous, on fait de la veille, il faut que vous aussi vous fassiez la veille pardon, pour vous repérer les projets qui démarrent. Si je peux ajouter, en fait, il y a aussi des fois des studios dans lesquels vous pouvez travailler où ça se passe bien et le studio vous garde au fur et à mesure des projets. Mais en fait, c'est pas mal, ça. C'est une situation sympa, mais c'est une situation aussi qui vous met dans le mal parce qu'il y a un moment où vous n'allez pas trouver de travail. Le studio, enfin plutôt, non, je rembobine, où en fait, il n'y aura plus de travail au studio et en fait, vous allez dire, et je fais quoi maintenant? Et enfin, vous attendez que le contrat se finisse et enfin, si vous n'avez pas pris l'autonomie aussi d'aller chercher du travail plutôt que simplement que entre guillemets que le studio vienne vous cueillir pour le travail, ça peut être, enfin, j'ai pas envie de dire dangereux, mais ça peut être compliqué après. Et, j'ai quelques collègues, camarades où ça leur arrivait, où ils étaient dans une situation
on va dire, agréable à savoir qu'ils vont être tout le temps appelés pour des petits projets dans un studio, mais à un moment, voilà, il faut chercher, c'est pas la majorité, et il faut chercher, enfin, il faut savoir que l'intermittence, enfin, ça se débloque après 3 mois et demi de travail, enfin, c'est 507 heures. Enfin, si on fait des petites missions d'un mois à chaque fois et se passer de 2 mois entre chaque, ça peut être compliqué, quoi. Enfin, une mission en studio, c'est pas forcément une mission d'un an, ça peut être du renfort de 2 semaines, comme des choses plus longues. Donc, il faut rester alerte. C'est une charge mentale qui peut être assez pénible ou pas évidente, mais comme Pabs disait, faut pas hésiter à être alerte. Mais moi, je dirais même si vous êtes sous contrat enfin, n'hésitez pas à renvoyer un mail juste pour être aussi en contact avec le studio, quitte à dire, en fait, je suis déjà pris, c'est pas la peine, mais au moins, il y a eu un processus de recrutement qui a commencé, et peut-être que votre travail ou votre profil a intéressé la personne qui est en charge du recrutement, et on sait pas, sur cette prod-là, ça ne marchera pas, sur une autre prod, si les étoiles sont alignées, c'est bingo, quoi. Ou à l'inverse, prévenir de la disponibilité. Il y a Complètement, complètement qui peuvent penser que vous êtes en emploi, style vous n'avez pas mis à jour votre réseau, votre LinkedIn ou j'en passe, alors qu'en fait vous cherchez dans les deux sens. C'est important à mettre en place. Faut être transparent sur les réseaux sociaux là-dessus, et dans vos mails. Ça sert à rien de cacher des fois des petites choses. De toute façon, on se parle entre studios. Aussi, dans la discussion qu'on a eue précédemment à la préparation de cette conférence, on voulait quand même si ça sort du cadre du premier emploi, parler de la pérennité dans le milieu, sur combien de temps on peut se projeter dans nos métiers, dans nos savoir-faire. J'abordais les questions vous parliez d'avoir toujours un œil pour le travail suivant ou multiplier ses compétences et ce genre de choses. C'est vrai que c'est difficile d'avoir cette parole auprès de gens qui sortent de plusieurs années d'études, qui sont quand même compétents et aptes à travailler actuellement, de leur dire que la formation continue tout le temps. Mais on a quand même des chiffres et maintenant un recul d'études sur une vingtaine d'années sur juste les parcours de carrière et les parcours de vie dans le secteur de l'animation, et j'aimerais bien qu'on dise un mot de ça là, si vous voulez bien. La réalité, on l'évoquait d'ailleurs un peu à la conférence qu'on a donnée avant, on est entre 7 et 10 ans max en moyenne où on reste en fait dans le secteur. Après vous êtes ou périmé, ou obsolète, ou dégoûté, pour parler très cash. Mais c'est vrai malheureusement, et en fait on est obligé, il faut pas mentir là-dessus. On parlait du fait qu'on enseigne tout à l'heure. Je veux dire, tout le long de votre carrière, en fait, vous allez devoir vous reformer, les logiciels vont rebouger, le monde du travail va rebouger. Ça aussi, il faut le prendre en compte parce que c'est une charge qui peut être intense et c'est important de la garder en tête. C'est très compétitif et on en parlait aussi également tout à l'heure. L'intermittence, c'est flexible, vous avez du creux, vous avez du plein. Vous voulez fonder une vie de famille, vous voulez vous poser un peu plus. Ça peut être plus compliqué également aussi. À moins, comme on évoquait parfois, de monter à des postes de responsabilité, mais enfin, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc oui, on a un secteur qui est un peu jeune perpétuellement pour plein de raisons. Alors on ose croire que ça va un petit peu se tasser et qu'on va pouvoir enfin commencer un peu à capitaliser. Mais entre ces dynamiques-là et également un autre fait qu'on a oublié d'aborder, qui est qu'il y en a de plus en plus qui veulent se lancer dans le freelance également en tout juste sortant d'école. Et ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça pour diverses raisons. Déjà parce que c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour nous et c'est pas bon pour les stats. Et on a besoin de savoir un petit peu où vous en êtes. Donc ne faites surtout pas ça. Je pense que tu me diras, mais on est en studio, on voit un recrutement, quelqu'un il a fait que du freelance, il a jamais bossé en studio, il veut un premier poste, ça risque de passer pas vraiment non plus. Donc faites attention quoi. Surtout, c'est pas légal. Pour le poste, dans la si le poste existe dans la convention collective, à part si c'est pour un projet institutionnel, donc demandé par l'État, une municipalité ou une asso, on peut pas vous embaucher en freelance. Il y a des boîtes, surtout des boîtes de pub et de clips d'anime qui le font, mais il y a de plus en plus de contrôle, donc ils font attention. Mais ça ne peut pas vous retomber dessus, ça retombera sur la boîte en majeure partie, mais n'empêche qu'ils refusent de plus en plus. De toute façon, le freelance, moi je ne vais pas vous le conseiller de manière générale parce que vous n'avez pas de filet de sécurité. Donc c'est-à-dire que vous ne travaillez pas, vous n'avez rien, vous êtes malade, vous n'avez rien, vous n'avez pas de mutuelle, vous ne cotisez pas pour vos retraites, vous n'avez pas d'allocation chômage. Donc c'est vraiment boss ou meurt, quoi. Et c'est vrai que ça peut être tentant, j'en vois de plus en plus qui, au bout de 6 mois, ils sortent d'école, ils n'y arrivent pas, donc ils se lancent en tant que freelance. Et je les vois notamment sur les Discord où on discute, et ils se disent freelance, ils savent pas ce que c'est, la moitié partent travailler au black, en fait. C'est pas ouf non plus.
Il y a une déclaration notamment d'artistes-auteurs ou de micro-entrepreneurs qui existe, mais l'administration française, hein, toi-même tu sais. Passage cumulable avec l'intermittence. Oui, voilà, va regarder les derniers chapitres du guide, il explique tout ça super bien. Le seul moment où le freelance peut être utile, et moi je l'ai observé aussi pas mal dans le milieu de la pub ou du court-métrage de commande, c'est quand on bosse pour des studios étrangers. Là, oui, on peut bosser à distance. Là, moi j'ai par exemple des animateurs qui bossent d'habitude beaucoup pour The Line, qui est un studio qui est à Londres. Et là, oui, ils n'ont pas l'habitude du CDDU, donc de l'intermittence. Et ça peut être compliqué. Je leur dis non, mais t'es pas obligé d'ouvrir tes droits. Viens quand même en intermittence chez nous, tu seras payé pareil, il n'y a pas de souci. Mais ils peuvent être un peu réfractaires parce qu'ils ont l'habitude de bosser que pour des studios étrangers. Le problème, malgré tout, avec ces profils-là, c'est qu'ils disparaissent du radar. C'est-à-dire que nous, quand on s'intéresse avec Team Anime, avec Intervalle, même Audience s'intéresse à où sont les gens dans la ligne 5 ans après être sortis d'école, 10 ans après être sortis d'école, s'ils sont freelance, Audience, il peut pas vous suivre. Il n'a pas ces chiffres-là, parce qu'Audience, c'est les chiffres qu'il récupère de Pôle emploi, du contrat, des déclarations AEM, attestation employeur. Donc si vous êtes freelance, il ne sait pas. Si vous êtes parti bosser à l'étranger, pareil, vous avez disparu. Si vous vous êtes reformé dans le tatouage, par exemple, pareil, on n'a pas moyen de le savoir. Et du coup, on ne sait pas au bout de combien de temps où disparaissent les gens. Est-ce que juste ils disparaissent bosser freelance? Est-ce qu'ils quittent le milieu? Est-ce qu'ils vont bosser à l'étranger? Moi, j'en connais qui sont partis bosser au Japon, au Canada. Bon, il y en a pas mal qui ont bossé au Canada ou qui allaient bosser aussi. Qui reviennent parfois. Il y en a aussi qui sont allés bosser en Grande-Bretagne. Ils sont un peu revenus là, avec le Brexit. Il y en a qui vont bosser à Kilkenny aussi, en Irlande. C'est vrai que c'est pas très loin, donc c'est pas mal. Mais à part ces cas-là où, oui, là on comprend que vous fassiez freelance, et encore si vous bossez à distance, si vous restez en France, parce que sinon ils vont vouloir vous prendre au statut de travail sur place. À Kilkenny, c'est un genre de CDD, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Ouais, voilà, c'est un Mais, CDD. irlandais. on va dire quasiment au minimum que ce que fait la convention collective ici. Donc, c'est des beaux projets à Kilkenny, mais c'est bien pour se faire une expérience, c'est pas bien pour son compte en banque. Donc, Ouais. c'est comme partir bosser dans certains studios à La Réunion, quoi. C'est des expériences enrichissantes, même si c'est de l'intermittence, mais c'est une réalité économique qui est assez dure. Voilà. Ah ils en profitent, c'est moins cher de payer des gens à La Réunion, parce que la vie est moins chère, ils disent. Ce qui est pas vrai en plus. Parce que la vie est beaucoup plus chère que c'est. Mais je pouvais appuyer un point sur freelance aussi, c'est juste une mise en garde aussi. Parmi vous, il y a des gens qui ont des phobies administratives. Le freelance, donc comme vous êtes sur un autre régime, qui est soit la micro-entreprise, soit artiste-auteur, merci. Et là, vous devez rendre des comptes à l'URSSAF. Vous devez donc aussi voir votre salaire parce que c'est vous-même qui payez vos cotisations. C'est un autre délire. Et après aussi pour les impôts sur revenus, ça va être un autre délire. Donc, faites attention. Et par exemple, si vous cumulez intermittence et par exemple micro-entreprise, vous devez rendre des comptes aussi à France Travail maintenant sur votre micro-entreprise. Et ça peut aussi impacter sur votre allocation chômage d'intermittence. Voilà, ça peut être un rêve de travailler pour le Japon ou sur des projets anglo-saxons et tout, ce que je comprends et puis c'est des beaux projets bien payés, mais on a aussi des beaux projets en France, on a aussi une couverture, une certaine couverture ou un certain confort, avec des énormes guillemets avec l'intermittence, mais c'est déjà bien des fois de rester chez soi plutôt que de se risquer sur des aventures où vous allez vous faire des cheveux blancs pour X raisons. À la limite, là où freelance peut être pratique, c'est si on veut faire des commissions pour des particuliers. Là, oui, pourquoi pas. J'en vois pas mal, mais même j'en vois des collègues, s'il y en a qui sont à Paris à la fin du mois, il y a un festival qui s'appelle Paris City Pop, et qui est créé par des collègues de l'animation, qui c'est quasiment que des gens de l'anime, en fait, qui, en parallèle de l'anime, font du fan art, de l'illustration, du webtoon, de la BD auto-éditée, parce que ils ont envie ou ils sont masochistes, je sais pas quoi. Ça se fait pas mal, des gens qui cumulent ces deux régimes-là, en fait, ou ces deux activités-là. Mais pour en connaître certains ou certaines, c'est quand même une certaine gymnastique, par exemple pour des autoristes de BD, de en fait trouver le temps pour faire ses heures, pour avoir après une forme de sécurité financière, et après travailler sur sa BD qui peut prendre 1 an et demi, ou même plus. Ma partenaire, entre autres, mais j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont dans ces cas-là, et c'est un vrai puzzle, quoi, de réussir à trouver la bonne mission au bon moment pour refaire ses heures, et après on travaille, mais
s'il y a aussi du travail d'illustration ou des trucs comme ça qui arrivent derrière, enfin c'est... En fait, faites gaffe parce que cumuler ces deux régimes-là, c'est aussi un risque de burn-out. Et enfin, on n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps qui est notre outil de travail aussi, donc enfin, il n'y a aucun travail ou métier ou même aucune reconnaissance qui mérite en fait de se brûler la santé pour ça. On fait que des petits Mickey, on surfe pas. C'est comme enfin, pour les heures sup, si elles ne sont pas payées, ne les faites pas. Il n'y a personne derrière qui va vous frapper dans le dos et vous dire bravo fiston, bravo ma fille, je suis fier de toi, tiens, voilà deux Mickey quoi. Enfin, non. Enfin, on est une petite main, on est juste des techniciens, on va pas. On peut se gonfler le ego en disant oui, on est un artiste qui apporte notre pierre à un grand édifice, mais en tant que tel, on est juste une main-d'œuvre dans une énorme industrie. Il faut survivre quoi, tout simplement dans le monde dans lequel on est. Ça ne vaut pas le coup en fait vraiment de mettre sa santé en péril pour se faire un petit peu plus d'argent ou juste pour son plaisir. Ça se demande de l'organisation. Enfin, je suis peut-être un peu dur, mais j'ai pas envie de briser les rêves ou quoi que ce soit, mais prenez soin de vous, c'est le plus important quoi. Comme en école, ne faites pas de nuit blanche, c'est complètement débile. Enfin, vous n'allez pas avoir une meilleure note avec une nuit blanche. Et en studio, vous n'allez pas avoir une meilleure paye avec une nuit blanche aussi. Donc voilà, vous allez juste avoir plus de mal à travailler après et avoir un week-end de merde où vous allez vous reposer. Donc enfin, vivez. Juste pour finir également aussi, dites-vous qu'à chaque fois que vous partez également du territoire national et que vous allez travailler ailleurs, c'est aussi toute une main-d'œuvre et des compétences techniques, des compétences relationnelles sur lesquelles notre secteur ne peut pas capitaliser non plus. Et un studio qui doit tous les 10 ans, tous les 5 ans, tous les 1 an renouveler l'entièreté de son personnel, c'est aussi un pipeline à refaire, c'est aussi des équipes à reformer. Et ça demande du temps, de l'énergie et de l'argent. Ça ne favorise ni la stabilité, ni l'investissement, ni le retour sur compétences, ni le retour sur expérience. Et rien que pour ça, parce qu'on va quand même finir sur une bonne note, on fait un travail d'équipe et on aime quand même, normalement, travailler tous en équipe. C'est important, encore une fois, de pouvoir rester sur le territoire national et de capitaliser là-dessus, qui plus est même sur vos territoires régionaux, qui plus est pour avoir des régions plus fortes. Il n'y a pas que Paris qui bosse quand même, et c'est important de le rappeler. Voilà. On est à Annecy, mais enfin la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même la 3e région de France pour la production d'anime, et c'est important de le rappeler. Donc si même régionalement parlant, vous souhaitez vous installer et capitaliser là-dessus, vous reformer, parce qu'il y a aussi des formations qui existent dans les territoires. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, et je pense que c'est une bonne dynamique à garder également. Et pour peut-être être un petit peu plus positif que toi, on en trouve des gens qui bossent depuis plus de 10 ans dans l'industrie. Moi, j'y suis depuis 10 ans cette année. Et j'ai des collègues qui sont là, qui sont un peu plus âgés que moi, qui ont une fin de trentaine, ils ont du boulot aussi. On a la pyramide des âges qui se casse un peu la figure passé 35 ans, mais les gens ils existent encore, il y en a moins, mais ils sont encore là. Et puis il faut reconnaître que c'est aussi du fait qu'on a beaucoup plus de personnes qu'avant, que depuis le milieu des années 2010, on a eu un boom, et que comme on est une industrie qui est quand même très dépendante du gouvernement actuel déjà, des aides et des États-Unis malgré tout, et des nouvelles plateformes de streaming. Enfin, il y a plein d'éléments qui fait que on est une industrie qui est pas fixe et solide, qui est tout le temps en flux, en vague, et ça peut évoluer. Et comme le jeu vidéo, ça fait 3 fois qu'il a failli mourir déjà depuis sa création. Là, ils sont aussi dans une grosse vague de creux d'ailleurs, c'est pas ouf, mais ça va se redresser, on va pas disparaître. Il y a des moments comme ça, souvent parce que les patrons prennent des décisions de merde, faut le dire aussi. Ils font des paris tout pourris, ils écoutent pas ni les fans ni les travailleurs, et ils font des choix qui amènent à ce que l'industrie ralentisse pendant X temps. Mais elle redémarre. Parce qu'on est quand même une industrie qui reste très active. On est le type de programme du PAF, le paysage audiovisuel français, qui se vend le mieux à l'international. On est hyper rentable. Alors, on n'a pas non plus des producteurs qui signent de la coke sur les bureaux comme on s'imagine à Cannes, mais on est quand même un milieu où il y a des projets. Il y en a un peu moins là qui se font parce qu'il y a eu le Covid, et en fait, comme les projets mettent beaucoup de temps en développement, il n'y en a pas eu beaucoup aussi en développement pendant le Covid, et là on en prend le contre-coup, c'est que finalement les projets qui auraient dû être en développement pendant le Covid doivent rentrer en prod maintenant, et là il n'y en a pas. Entre ça, les plateformes, on s'est trop appuyé dessus, Netflix qui back up, et les autres plateformes type Amazon qui annulent des trucs finis.
C'est vrai que c'est pas un peu pas rassurant, mais c'est pas fixe. Il y a plein d'autres choses. Enfin, le fait qu'il y a un énorme creux dans la production actuelle de l'animation sont dus aussi à des contraintes économiques. Enfin, ça coûte trop cher d'emprunter de l'argent pour les investisseurs, par exemple, ou surtout en ce moment, des baisses de subventions. Enfin, il faut savoir que notre cinéma est un cinéma en fait qui vit beaucoup de ses subventions. Et Cocorico, le CNC, c'est super. Allez au cinéma parce que ça donne de l'argent au CNC et du travail à nous aussi. Donc, c'est juste à rappeler, hein, quand vous payez un ticket au cinéma, il y a une partie de ce ticket qui va au CNC. Pour moi, aller au cinéma, c'est un acte militant pour votre milieu du travail, quoi. Donc, non, et en fait, même là récemment, il y a eu une grève à la fin de l'année dernière à Hollywood, en fait, c'était la guilde les syndicats des acteurs et des scénaristes qui sont mis en grève. Merci. Mais je préférais dire le terme francisé, parce qu'en gros, il y a des renégociations de contrats entre les patrons, on va dire, et ces syndicats. C'est la faute à l'IA. Voilà, c'est la faute à l'IA, ce qui a en fait mis en stop des productions audiovisuelles, autant en prise de vue réelle qu'en animation. Et donc, forcément, il y a aussi un contre-coup, parce que en France, on a aussi on va dire, une nation de sous-traitance pour les boîtes américaines. Mais il faut savoir qu'à la fin de l'année, c'est les guildes d'animation, les syndicats d'animation qui, eux aussi, vont se mettre en grève pour des renégociations de contrats. Donc, en fait, on va... À l'inverse de nous. Et en fait, on va sûrement se reprendre un truc dans la gueule à la fin de l'année, quoi, ou après 2025. On n'est pas encore sorti des ronces, quoi. C'est compliqué. Et oui, comme disent mes camarades, en fait, c'est aussi important de se syndiquer. En France, le syndicalisme, c'est un peu compliqué là, dans notre milieu, quoi, alors que ça existe, quoi. Dans le cinéma, ils sont tous syndiqués, hein, dans le cinéma live. C'est parce qu'ils ont une vieille tradition plus ancienne que nous, et parce que sur les plateaux de tournage, ils sont plus en groupe quand même que nous. Que nous, on est dans des petits bureaux open space. Mais du coup, c'est dès que vous chopez votre premier emploi, syndiquez-vous. Il y en a 3 de représentatifs. Ça tombe bien, nous, on en a fait ce matin une table ronde là-dessus qui sera bientôt en ligne. On fait 1-2 Twitch par an pour parler de l'actu syndicale. Donc vous pouvez regarder vers quel syndicat vous penchez plus. Il y a des élections à la fin de l'année. Il y a des élections à la fin de l'année. Les 3... De la convention à la fin de l'année. Oui, aussi, ouais. Aussi la renégo de la convention, ouais. Donc il faut lire la convention avant, c'est important. Et les syndicats en question, donc il y a la CNT, alors les sigles font peur, tout va bien, c'est juste des lettres. La CNT, le SNTPCT et la CFDT. Et il y avait jusqu'à récemment, ils vont peut-être essayer de revenir dans les négos, le SPIAC qui dépend de la CGT. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'il faut Choisissez en âme et en conscience le syndicat vers lequel vous allez aller. Non, mais c'est important. Enfin, bon, je préchoppe le truc, mais normalement cet été, je vais peut-être travailler sur un chapitre de mon guide sur le syndicalisme dans notre milieu de l'animation. Parce que y a peu de gens qui se syndicalisent ou qui sachent vraiment à quoi sert un syndicat. Donc ça fait tout de suite un peu peur, mais encore plus aujourd'hui, en fait, c'est nécessaire en fait pour pouvoir négocier nos contrats. Et c'est comme dire que voter ça sert à rien. Non, syndiquer ça sert aussi. Donc il faut. Vous arrêtez pas à la tronche de leur site web, ils font peur. Ouais. Jurer, c'est quand même utile d'y aller. C'est juste que ça met du temps à retaper des sites quand c'est des syndicats qui compilent des données depuis parfois plus d'une vingtaine d'années. Il faut savoir re-ranger le tout, re-archiver, mais vraiment vous arrêtez pas à ça. Moi-même, en fait, ça m'a fait peur au début, donc je pensais que je précise. Mais se syndiquer, ça ne donne pas accès à un premier travail. Je préfère. Les syndicats vous aideront pas à trouver du boulot. Ils peuvent Voilà. défendre vos droits dans le cadre du travail, s'il y a des abus, s'il y a des illégalités, mais ils peuvent pas vous aider à trouver du boulot. C'est pas pour l'emploi. Hein. Je dirais pas France Travail, je veux pas dire France Travail. C'est pas pour l'emploi. Bon, vous ne trouverez pas non plus de travail via France Travail. Anecdote pourrie, moi, à part les postes de gendarme que Pôle emploi me conseille une fois tous les 6 mois environ. Ah, je sais pas Pôle Jour, moi. Ah ouais, ils sont bien les postes qu'ils proposent. Et sinon, ils me proposent des jobs dans l'animation, mais l'animation scolaire. En me demandant si j'ai le BAFA. Donc c'est pour vous dire à quel point Pôle emploi, ils sont largués par rapport à nos métiers.
Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'importance de repartager les offres pour avoir une vraie carte du secteur, même pour eux, en fait, pour que ça soit plus calé également des tendances de recrutement, des dynamiques du secteur, des formations, compétences visées, logiciels utilisés. Je précise d'ailleurs qu'ils ont lancé une plateforme d'ailleurs là-dessus pour regrouper les offres, en fait, depuis déjà un petit bout de temps. Le nom est sur le site de Team Anime. Alors, c'est pas pour prêcher ma paroisse, mais j'ai vraiment oublié le nom, mais le nom est dessus. Voilà, et que vous soyez recruteur ou même salarié en recherche, enfin, il n'y a pas tout, c'est un début, mais ça peut aider. Voilà. Attends, si je presse bien. Moi aussi, je prie chez ma paroisse. Nous, on prévoit une carte interactive donc, qui arrivera peut-être a priori pas avant septembre, hein, mais, parce que c'est long à préparer, mais avec tous les studios existants en France d'anime, en précisant s'ils font 2D, 3D, stop mo, s'ils font de la prod exé ou délégué, parce que c'est pas non plus la même situation, on mettra une petite explication à côté. Et l'idée c'est de faire à peu près comme Jogo Tropo en fait, mais juste avec une carte sur laquelle vous pourrez zoomer, voir la liste des studios. Oui voilà. En soi, on a déjà la liste, n'hésitez pas à nous contacter, on a la liste sur un Excel. Donc si vous la voulez, ça se partage sans souci, on peut vous la filer, c'est toujours utile, parce que encore un truc qu'apprennent pas les écoles, décidément, c'est de vous dire où aller postuler et qui sont les studios de la région, hein, ils disent rien, à part ceux avec qui ils sont poteaux et qui interviennent, mais... Voilà, comme ça, avec l'AMICA ou d'autres, mais ça dépend. Ça dépend des écoles. Donc, Sur ces paroles, on va clôturer la partie table ronde et on va pouvoir commencer la partie interaction avec le public. On a un micro qui peut être amené dans les rangs, il faut parler très directement. Dedans dessus, il faut pas. Déjà, il faut l'allumer. Après, il faut parler très directement dedans pour qu'on puisse l'entendre. Mais comme ça, on peut avoir vos questions et y répondre. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Surtout. Jamais. Il faut toujours poser des questions et comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. je ne prends pas stagiaire. Non plus, je rigole pas, quelqu'un m'a déjà demandé aux intervalles si on prenait des stagiaires, on n'a pas de local, hein, genre... Ça fait un club. Ouais. Tu veux un stage? Oui, alors. Comment? Tu veux un stage, Jean-Luc? Oui, j'aimerais bien faire un stage. Non, bah, en fait, oui, j'avais plein de choses à dire. Dans tout ce qui s'est dit, là, c'était très intéressant et très dense et très complet. Ce que je voulais, mais bon, je voulais juste dire quelques trucs. Bon, moi, c'est une situation, enfin, la situation des écoles. Bon, en plus, je suis mal à l'aise parce que je suis un peu complice. Ça fait 10 ans que je fais de l'enseignement, donc je participe à ce scandale. En fait, c'est un scandale. Vraiment, faut le dire comme ça. Quoi. En fait, quand j'entends qu'il y a 2500 personnes, 2500 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi tous les ans, alors qu'il y a 10 000 personnes dans l'animation, ça veut dire qu'en fait, on forme des gens pour le chômage, quoi. Et ça, c'est scandaleux. En fait, bon, moi, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je suis Jean-Luc Ballester, je suis co-président du SNTPCT. J'ai adhéré au SNTPCT il y a pratiquement 40 ans, enfin en 83, 84 par là. Je me souviens qu'à l'époque, dans la plateforme revendicative de ce syndicat, il y avait le fait d'interpeller les pouvoirs publics pour structurer la formation initiale des métiers de l'animation, parce qu'à l'époque, il n'existait que les Gobelins, qui faisaient d'ailleurs très bien leur travail, en plus à un coût très abordable, puisque c'était une école de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Après, il y a eu l'AMCA, qui était aussi une école consulaire, donc à un prix très abordable, mais il y a vraiment eu une carence. Bon, il y a eu quelques écoles d'art appliqué où il y a eu des formations d'animation, mais vraiment très insuffisantes par rapport aux besoins au marché de l'emploi, parce que en fait, tout à l'heure, quelqu'un disait que le secteur s'était industrialisé il y a une vingtaine d'années, mais en fait, ça a commencé un peu plus tôt que ça. C'était au milieu des années 80, il y a eu un plan de relance du cinéma d'animation, soutenu par le gouvernement de l'époque. Et l'industrialisation, en fait, elle a commencé à ce moment-là, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu vraiment consolider la formation initiale. Bon, à ce moment-là, il y a eu la stratégie du gouvernement, du ministère de la Culture, a été de relocaliser des productions qui devaient être délocalisées. Donc, il a fallu former en urgence des gens, et plutôt que de se préoccuper de la formation initiale, il a fallu, dans l'urgence, se préoccuper de formation continue. Donc c'est à ce moment-là que moi j'ai commencé à donner des cours en parallèle de ma carrière d'animateur. Donc j'ai commencé en 87, mais le syndicat c'est pas vraiment désintéressé de cette question, mais le syndicat était tellement, enfin le SNTPCT était tellement
pris sur plein de combats à la fois, que effectivement on a délaissé ce champ ce point-là, quoi, en fait, mais il y a vraiment une carence des pouvoirs publics et comme la nature n'aime pas le vide, dans ce vide se sont engouffrées des entreprises privées donc, qui ont compris que la formation des gens pour ces métiers qui sont effectivement très, très glamour, comme disait une intervenante dans la table ronde précédente, il y avait vraiment un marché, quoi, et la formation de l'animation, c'est devenu un marché à part entière où on forme de plus en plus de gens, pas parce que le marché de l'emploi réclame ces gens-là. Enfin, au début, oui, quand le secteur a commencé à s'industrialiser, effectivement, il y avait besoin de nouveaux salariés, mais la machine s'est emballée et aujourd'hui, on est dans une situation complètement délirante, quoi, en fait. Les écoles effectivement poussent comme des champignons, mais pour faire de l'argent, en fait. Donc on prend un maximum d'élèves à qui on promet de faire une carrière dans ces métiers qui les attirent, mais en fait on les précipite dans une situation impossible, dans une impasse, quoi. Et moi ça me scandalise, quoi, en fait. J'ai vu moi j'ai été depuis 10 ans, je ne fais plus que de l'enseignement, j'ai arrêté de travailler en production. Et j'ai travaillé dans beaucoup d'écoles, à Angoulême, même au Luxembourg, enfin, dans plusieurs écoles comme ça. Quand je vois les pratiques de certaines écoles, d'ailleurs maintenant j'arrête, je lève le pied parce que je ne peux plus participer à ça, et puis, bon, je suis plus tout jeune non plus, quoi, en fait. Mais il y a des écoles qui embauchent beaucoup d'élèves les premières années, et puis qui créent une espèce de sélection naturelle, parce que leur but en réalité c'est pas de répondre aux besoins du marché de l'emploi, c'est d'arriver à la fin de leurs études à ce que ils aient les meilleurs élèves, ils ont gardé les meilleurs élèves, ils ont éliminé tous ceux qui n'étaient pas assez bons, et ils ont les meilleurs films de fin d'année, de fin d'études, quoi, en fait, pour se faire de la concurrence entre écoles, quoi, en fait. Et on est complètement déconnecté du marché de l'emploi. Et par rapport à ça, le RECA, bon, je vais pas monopoliser la parole non plus, mais bon, c'est un sujet qui me touche tellement que le RECA a été créé parce que bon, quand le RECA a été créé, en fait, le syndicat a été consulté, à notre demande d'ailleurs, c'est nous qui avons demandé à être consulté. Et le but du RECA, c'était de faire un petit peu la police aussi parmi toutes ces écoles qui se créaient et dont la plupart n'étaient pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre, quoi. Après, les RAF ont été institués pour mettre en rapport les écoles et les studios pour que l'offre de formation, mais aussi au niveau qualitatif et aussi quantitatif, correspondent aux besoins du marché de l'emploi. Mais en fait, ces deux rôles-là, le RECA ne les tient plus du tout, quoi. On se demande qu'est-ce qu'il fait, le RECA, quoi, en fait. Alors, je sais pas, tu disais qu'il va y avoir une labellisation, mais c'était urgent de le faire dès le début, quoi, en fait. Exactement. En fait, pour vous répondre plus précisément, enfin, je pense que les mots sont vraiment choisis. Nous, on parle vraiment de drame, hein, au sein de Team Anime, en tout cas, puis vis-à-vis des intervenants, hein, qui ont énormément alerté là-dessus. On n'arrive pas à comprendre l'inaction, qu'elle soit politique, mais même des acteurs principaux. En fait, vis-à-vis de ça, on a quand même des gamins qui vont s'endetter pendant 5 ans parfois, mais à hauteur de 50, 60 000 euros, plus les logements, plus voilà, c'est ça, plus les prépas d'ailleurs, oui, autant pour moi. Et ça ne choque personne d'ailleurs, c'est une vraie catastrophe. Et pour être jeté Exactement, mais c'est pour ça que je parlais de péremption tout à l'heure, où les mots sont durs, mais les mots sont là, en fait, et on en est vraiment. Et en fait, je pense que tous, à nos moyens, on a alerté les principaux organismes, d'ailleurs, que ça soit Anime France, que ça soit le fameux SPIC, que ça soit l'Eureka, rien ne bouge. On a essayé de faire des tribunes, de faire des assises, de faire des discussions, rien ne bouge. On lance un appel de détresse, parce que c'est une vraie fusée de détresse qu'on a lancée, nous, cette année, en tout cas, avec Team Anime, avec cette fameuse tribune qu'on a envoyée à 4 ministères et à France Compétences, pour demander une exemption des stages, de l'obligation pendant plus de 2 ans, au moins nous laisser le temps de tous discuter. Il n'y a pas de réponse, ou le peu qu'on a, c'est les européennes, on n'a pas le temps, revenez plus tard. Oui, mais enfin, en entendant, on a quand même 2500 étudiants cette année qui sont sur le carreau, et le plus. Et en fait, c'est pour ça que pour nous, c'est très important, en fait, de sensibiliser, au moins pour que les gens en aient conscience, et on se dit, bon, bah, si à la fin, on est peut-être 10 000 à hausser le ton, ça va peut-être enfin bouger, parce que les moyens, les leviers qu'on avait, en tout cas, à notre disposition, on les a tous actionnés. Et il n'y en a aucun qui répond en fait pour l'instant, et c'est ça qui est dramatique pour nous en tout cas. Le RECA, je dirais même que c'est un double scandale parce que c'était leur taf à la base de dire toutes les écoles d'anime se valent pas, celles qui sont chez nous, on fait un contrôle, elles sont censées être vraiment bien, sauf qu'à côté, ils reconnaissent dans leur charte qui est très floue
qu'ils ont totale liberté de gestion pédagogique, donc chacun fait comme il veut en fait. Et là, ils disent ah, on va faire un label de qualité parce qu'on se rend compte que ça pop dans tous les sens, mais on l'a pas encore, mais ils auraient dû l'avoir de base. Et à côté, il y a eu quand même plusieurs scandales ces dernières années. De blackwashing, de suicide d'étudiants dans certaines de leurs écoles, on n'a même pas eu un communiqué de leur part. À mon sens, c'est quand même très grave de la part d'un réseau qui est censé garantir la qualité des écoles, quand il y a un suicide d'étudiants, qu'il n'y ait pas un mot de leur part sur la situation, et que en parallèle, leur seule volonté, c'est continuer à intégrer de plus en plus d'écoles dans le réseau, comme si on allait avoir une croissance infinie du milieu. Oui, voilà, puis toujours privé en plus, oui, puisque je crois qu'il y a Illois qui y est, l'école de la Réunion, mais c'est tout, quoi. C'est une participation financière pour... Si, et puis ils demandent une participation financière, et puis en plus, les personnes qui gèrent l'Eureka sont elles-mêmes des directrices d'école. Donc il y a un petit conflit d'intérêt de dire, c'est les gens qui gèrent les écoles qui vont faire le label d'excellence des dites écoles. Ce qui crée un entre-soi, quoi, en fait. Ce qui crée un conflit d'intérêt, oui. C'est d'ailleurs ce qu'on... Je rebondis justement sur ce fameux label, c'est ce qu'on avait un peu suggéré notamment, c'est de faire intervenir de l'extérieur, hein, déjà que ce soit des techs, que ce soit des étudiants, parce que vous aussi vous avez votre mot à dire, de savoir qu'est-ce que vous voulez aussi, parce que bon, faut quand même qu'on prenne en compte ces idées-là, que ce soit les studios aussi, qu'est-ce qu'elles demandent, quelle qualité, quelle expertise, quelles compétences, etc. On demandait l'intervention des institutions, enfin je veux dire tout ça, on l'a... Pour vraiment synthétiser, nous on croyait énormément, enfin je sais pas toi Pops, hein, mais on a énormément cru dans ces assises du stage. On s'est vraiment dit que c'était le moment où ça allait enfin bouger, et de voir ce flop, on en est très malheureux et presque très en colère, parce que c'était vraiment l'occasion en tout cas de faire quelque chose. Et rien, même pas un papier de signature n'a été sorti vis-à-vis de ça. Voilà, c'est une vraie douleur, c'est un drame pas possible qui se passe, donc le mieux qu'on puisse faire, nous pour l'instant en tout cas, c'est d'alerter au maximum, c'est d'informer au maximum, c'est de faire de la pédagogie, c'est d'accompagner pour éviter de perdre le moins de personnes en cours de route. Malheureusement, la situation réelle, elle est telle qu'elle est, et nous on peut pas pousser les murs pour offrir des places. On n'a pas de moyen d'action vis-à-vis des écoles pour leur dire diminuez par 2 ou par 3, voire par 4 les volumes de vos campus. À part pédagogie, on ne pourra malheureusement pas faire plus, quoi. Il y a aussi, quelqu'un a dit qu'il y avait un syndicat qui se créait parmi les étudiants. Un syndicat étudiant, exactement. En fait, il a existé merci. Il a existé un syndicat étudiant qui s'était créé dans les années 2016-2017 qui s'appelait l'AECA. C'était une association, pas un syndicat. En fait, un syndicat étudiant, c'est forcément une association. C'est pas un syndicat, ça peut pas être un syndicat qui a le même statut que les syndicats de salariés, mais c'est quand même une forme qui joue le rôle de syndicat, quoi. Donc peut-être que, je sais que cette AECA elle est tombée en désuétude parce que les étudiants qui s'en occupaient n'étaient plus étudiants, sont rentrés dans le monde. Ça c'est par dossier, ouais. Voilà. Mais effectivement, il faudrait absolument que les étudiants eux-mêmes, parce que ce sont eux les premières victimes, quoi. Donc il faudrait vraiment qu'ils se... Le souci, c'est que les étudiants dans beaucoup d'écoles, ils bossent déjà en cours, le soir chez eux, on leur apprend à faire du crunch en école, dans beaucoup. Ouais. Et donc c'est de leur dire après, déjà nous on leur donne des conseils, on leur dit, va falloir que vous tapiez encore plus, commencez déjà à faire de la veille pour vos futurs boulots. Et là, moi c'est pour ça que ce picturage, je le trouve super courageux, parce que créer un syndicat étudiant, bon déjà comme... message envoyé à certains recruteurs, ils vont se dire « Oh là, ils sont chiants ceux-là, j'en veux pas ». Mais malgré toute la charge de travail qu'ils ont déjà, je trouve ça fou, moi, perso. C'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, je me dis « Ouais, c'est une super initiative et c'est super courageux et c'est peut-être un peu masochiste aussi ». Dans la précarité qu'ils ont, je veux dire, quand on sait aussi qu'être étudiant aujourd'hui, c'est quand même une situation très précaire et c'est difficile, il y en a même beaucoup qui bossent carrément à côté, de plus en plus. C'est vrai que l'espace qui pouvait exister en tout cas autrefois pour faire du bénévolat, de l'associatif, ou ne serait-ce que se renseigner sur sa profession, son milieu, en fait il n'existe plus quasiment. Et d'où la nécessité aussi d'avoir des organismes et des associations même à côté, que ce soit de pros ou d'étudiants, en tout cas pour ceux qui le peuvent, qui se montent pour essayer de pallier à ça. Mais là où on aurait pu croire il y a 15-20 ans que tout le monde ait un petit peu de temps, en fait c'est plus le cas, quoi. Et ça participe aussi au fait qu'on n'arrive pas à se défendre ni à monter notre parole, votre parole, et il y a du travail à faire là-dessus aussi, quoi. Ça c'est sûr. Bonjour ou rebonjour, donc Nicolas Yasinski pour le SPIAC CGT. Moi je voulais faire peut-être déconstruire 2 idées reçues aussi sur les syndicats, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Déjà pour dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'être salarié pour faire appel à un syndicat, c'est-à-dire que si vous avez un problème avec une convention de stage ou si on vous demande de faire un travail qui est
pas le vôtre, vous n'êtes pas encadré, on vous aidera, peu importe que vous soyez salarié ou pas. De la même façon, on vous aidera que vous soyez syndiqué ou pas. C'est-à-dire que les gens, ils nous appellent, on aide plus de gens qui ne sont pas syndiqués que des gens qui sont syndiqués. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se syndiquer, bien sûr, même si techniquement, non mais d'un point de vue très concret, on vous aidera de la même façon que vous soyez syndiqué ou pas. Mais c'est juste histoire de dire que c'est vrai qu'on a parfois du mal, surtout avec les plus jeunes, en tant que syndicat, à se faire connaître, en fait, tout simplement. Et il y a la question justement de la présence dans les écoles, et c'est bien qu'il y ait ce genre d'événements comme aujourd'hui. Et donc là, la conférence, c'était super intéressant justement pour promouvoir ces choses-là. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à nous contacter si jamais il y a des soucis. On aidera, quel que soit le statut ou la condition de la personne. C'est juste, je voulais faire cette petite précision. Mais tu as raison, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, il y a une question ici avant. C'était quoi ton question? J'ai une remarque parce que moi je viens du public et on parle beaucoup du privé, mais je veux aussi peut-être un peu sensibiliser sur le fait que dans le public, on a de moins en moins de subventions, d'argent, et qu'on se trimballe avec du matériel défaillant, qu'on n'a pas de licence, et que surtout, moi ce que je trouve plus grave, c'est qu'on n'est pas du tout formé aux logiciels qui sont demandés par la suite. Toonboom, Harmony, Storyboard Pro, on n'a rien du tout. Et je pense que c'est aussi hyper important de la part des studios aussi qu'ils aient conscience de peut-être de cette réalité-là, pour que quand on postule, ok, on vient du public, on est peut-être, on n'a pas forcément les sous qui ont pu être sortis, mais une sensibilisation en mode oui, on a besoin d'être formé quand même, et c'est pas parce qu'on n'a pas les compétences sur ces logiciels qu'on est moins compétent. Si je peux ajouter, moi, comme j'ai été formé... On est dans la même école. La famille. Non, mais en fait, le problème du public, en fait, c'est notamment en fait, la façon dont qui donne les groupes, en fait, ce sont des professeurs qui sont dans l'école, en fait, et qui n'enseignent pas que des choses relatives à l'animation. Donc forcément, on va dire, il y a un terrain de connaissances, mais ils n'ont pas le temps de se former aussi sur les nouvelles technologies qui arrivent ou autres. Même moi, quand j'étais à STN, j'ai fait une formation 3D, on m'a formé sur 3ds Max, alors que ce qui est utilisé principalement dans les studios en 3D, c'est Maya. Oui, je sais, il y a pas mal de... c'est une super école, j'ai beaucoup apprécié, mais oui, il y a un vrai problème en fait sur... même sur, en fait, concrètement, les professeurs... n'ont pas accès en fait à la réalité du travail en fait dans l'animation, ne savent pas comment fonctionne vraiment une prod, dans un pipeline de prod. C'est des bouts de bâton avec des bouts de ficelle et on fait genre quoi. Et en parallèle, l'enseignement supérieur a plus du tout d'argent. Enfin, ATI, le cursus de Paris 8, qui est un des cursus publics existants dans l'anime, tous les 2 ans, on dirait qu'il va mourir. Parce qu'ils doivent renégocier leur budget, et que tous les 2 ans, on leur dit que vous n'êtes pas assez professionnalisants. Pour l'université, ils ne sont pas assez universitaires. Et vraiment, c'est ça, on boucle tout le temps. Et là, ça ne s'arrange pas avec les gouvernements actuels et précédents depuis un moment, en vrai. Et c'est vrai que 200 millions. Sur la première tranche, oui, on a 200 millions de comptes et ça recommence en juillet dans le cadre des 10 milliards où on a une nouvelle tranche. C'est la merde. Mais dans cette école, moi qui connais bien les professeurs et tout, ils m'ont déjà proposé des fois de passer à l'école pour intervenir et tout, ils m'ont déjà dit bon, on n'a pas d'argent, on n'a plus rien, c'est assez compliqué quoi. Donc, mais tu vois, les écoles privées ont aussi ce même problème là. Donc, après, ils coûtent de plus en plus cher, mais on voit pas dans quoi ils investissent l'argent. Donc c'est. Un avantage, c'est pas pour cracher sur le public. Non, mais au contraire, le public c'est un joyau à continuer à polir et à maintenir. C'est un accès. Oui, il faut restaurer, mais c'est en fait, le problème de l'animation et surtout de la formation d'animation en France, c'est que c'est essentiellement des formations privées, et donc on va dire l'essentiel des personnes qui y vont, en fait, c'est une forme d'élite. C'est quand même une population blanche, assez aisée. De quoi, hétéro ou... Les bourgeois, oui, non, mais voilà, c'est... où en fait, il y a aussi des gens moins bourgeois, en fait, qui ont accès, mais qui partent avec des bourses ou des méga emprunts et tout, et qui commencent la vie professionnelle avec un poids. Il faut... on le dit assez peu, sauf quand les étudiants entre eux le savent très bien, mais
Enfin, mais malheureusement, quand après on est dans le marché du travail, ça se retrouve là aussi. Il n'y a pas beaucoup de minorités, c'est beaucoup de gens qui sortent de classes aisées, qui se mettent à travailler dans l'animation. Et c'est triste parce qu'il n'y a pas une mixité sociale qui est créée à partir de là, et donc forcément, ça s'impacte aussi dans la création artistique ou dans les différents types de récits qui peuvent être offerts autant par les courts-métrages étudiants que dans la production audiovisuelle. On cultive un entre-soi, et c'est malheureux. Juste très rapide sur le public, sache qu'on a de plus en plus de corps intermédiaires qui arrivent d'associations ou d'organismes territoriaux qui essaient de faire le pont, justement, en fait, que ce soit auprès des écoles privées comme publiques d'ailleurs, pour soutenir justement et réadapter au plus près du terrain les formations dans un cadre. Voilà, c'est timide, mais ça arrive. Voilà, ça l'est de plus en plus. Bonjour. Pour rebondir, on parlait de carte des studios tout à l'heure. Côté 3DVF, on en a une qui est déjà disponible donc sur 3dvf.com. C'est une carte mondiale. Si vous voulez chercher, rester sur place c'est bien, mais si vous voulez aller voir ailleurs, c'est utile aussi. On a des gens qui nous ont donné des retours. J'ai trouvé un stage en Pologne, parce qu'il y a des super studios là-bas aussi. Et pour rebondir sur la partie RECA, dans ce qu'ils ont annoncé, il va notamment y avoir, en théorie, l'annonce d'un taux de placement par école vérifié de manière externe et sur les mêmes critères pour toutes les écoles. Bon, Sachant que ça commencerait cette année en période de crise, donc ça va être des mauvais chiffres pour tout le monde. Mais on aurait du coup de quoi comparer vraiment le taux de placement. On attend de voir parce que c'est vrai que pour l'instant, le RECA, tout ce qu'ils ont fait, ça manque cruellement de transparence. Ils communiquent pas très bien de manière générale. Donc même s'ils annoncent qu'ils vont faire un truc cool, moi, je pense qu'on va creuser, on va demander à ce qu'ils soient totalement transparents dessus. Et s'ils répondent pas, bah, ça vaudra pour une réponse en fait. L'absence de réponse, de dire ok, vous voulez pas nous le dire, c'est pas bon signe. Donc c'est wait and see pour le RECA, je veux dire. On va terminer rapidement avec des questions et des réponses rapides. Désolé de vous presser, on a plein de monde de la salle. Je sais pas si ça compte dans les réponses rapides en tout cas, mais pour la question, elle est rapide. C'est en tant que primo-entrant qui n'arrive pas à entrer, on a parlé beaucoup de drame des étudiants, du problème des primo-entrants, et moi, en tant que personne qui cherche et qui réseaute à fond, j'ai l'impression d'être complètement impuissante face à ce problème-là. Et je sais que c'est le cas de peut-être 80% de ma promo. Et c'est pas que des gens qui sont mauvais, enfin on est embauchable pour la plupart je pense. Et est-ce que vous auriez des tips autres que réseauter? Voilà. Nous on a quelques conseils quand même sur le site des intervalles sur comment faire sa bande démo entre autres et son portfolio, parce que c'est idiot mais quand je reçois 100 candidatures pour un poste, si sur le CV j'ai pas les infos en un coup d'œil, je peux pas passer 2 minutes à déchiffrer un CV, j'ai pas le temps. Et la bande démo et le portfolio c'est pareil, il faut que je puisse voir vos points forts assez rapidement dessus pour m'en rendre compte. On vous demande pas de faire des lettres. J'ai vu quelques studios demander des grosses lettres de motivation. Franchement, dans la plupart, on n'en demande pas. Juste éviter les copier-coller dans le mail d'un studio à l'autre parce que ça se voit. On vous grille en vrai à 2 bornes. On vous demande pas de nous écrire une lettre d'amour, hein, mais faites un truc super concis et en vérifiant où vous postulez. J'ai déjà vu des gens postuler dans un studio 2D en disant moi je fais du lighting. D'accord, mais enfin tu t'es trompé là. Donc ouais, vérifiez où vous postulez, et n'hésitez pas à rajouter sur votre CV, par exemple, si vous avez eu des petites formations. Vos soft skills, c'est toujours bien ça. Donc, c'est est-ce que vous êtes rapide, diplomate, consciencieux, multitâche, autodidacte, j'en sais rien. Et si vous savez utiliser des logiciels comme Kitsu et ShotGrid, c'est toujours un plus. Ou Google Sheet aussi, ouais. Si vous... Alors, ça, c'est. Parce que c'est la même mécanique en fait. Votre chargé de prod va vous aimer, hein, si vous savez faire le Google Sheet. Tout ce qui est, peut-être que je me trompe, hein, mais moi quand j'étais en école, on m'a jamais en fait formé ou même parlé de logiciels comme ShotGrid ou Kitsu qui sont en gros des trackers d'actifs. Non, gestion de prod, ouais, c'est des sites logiciels de gestion de prod où en gros ça permet on va dire aux chargés de production, aux chargés de prod de regarder sur quel plan vous travaillez par exemple, qu'est-ce qui a été rendu, qu'est-ce qui est en retake, des trucs comme ça, c'est en un coup d'œil. Après, juste pour finir en complément, parce que c'est vrai que le réseau, il y a le réseau, voilà, les amis, les profs, etc. Si tu veux des choses pour être plus confronté, bon, je suis désolée, je vais encore prêcher pour ma paroisse, mais en tout cas en Rhône-Alpes, ou même à l'extérieur, n'hésitez pas à aller à des événements qui forcent le clash de réseau.
Je prends un exemple très concret. Nous, alors ça s'appelait le Mid-Scale Event avant, maintenant ça va changer de formule, ça s'appelle le Créa Book. Et c'est des sortes de jam, 48 heures, on met un pro, un jeune ensemble, tu fais un projet, il y a une revue portfolio. On a notre festival qui arrive, on a des conférences, il y a des tables rondes. Enfin, n'hésitez pas à aller prendre les perches qui vous permettent d'aller au plus près. Je veux dire, s'il faut contacter un recruteur sur LinkedIn, s'il faut, vous l'avez chopé au vol sur un bar. Enfin, en fait, enfin, c'est cash, hein, mais là c'est barbare hein, pour les 5 prochaines années, donc prenez tous les moyens sont bons à prendre. Il ne faut pas vous dire que ce qui était conventionnel va suffire, donc allez-y. On parlait des tutos, il y a plein de sites, plein de plateformes, les intervalles Team Anime, le guide, enfin il y en a vraiment partout déjà pour vous nourrir, pour avoir un CV efficace, pour avoir une bande démo efficace, pour avoir une phrase d'accroche efficace. Petite précision sur les CV qui fait plaisir, et là je parle d'expérience, si vous avez un truc qui sort du lot dans vos hobbies, style j'aime faire des macarons, on prend. Surtout si c'est de la bouffe, c'est cool en prod. J'irais même plus loin, ça sert à rien de nous dire que vous aimez les voyages et le cinéma et le film d'animation, on s'en doute. Surtout, j'aime la musique, les voyages et le cinéma, on dirait un profil Tinder. Et c'est tellement large. Alors que si vous aimez des trucs parfois de niche, Qui sort du lot. Voilà, qui sortent du lot, même de niche, ça peut être super utile selon ce sur quoi on travaille. J'ai déjà vu comme ça des collègues choper un boulot parce qu'il y avait un élément de la série qui se retrouvait dans son hobby. Et il s'est dit, tiens, c'est marrant, du coup, ça devrait lui plaire, je vais le contacter. Ça peut être vraiment, c'est ce que disait Antoine, ça peut se jouer parfois aux petits trucs de chance, à pas grand chose qui peut attirer le regard. En fait, on doit vous retenir. Donc, s'il y a un truc qui sort du lot, même si c'est pas parfait, on va vous retenir, on va revenir sur vous. Et là, hop, Par contre, qui sort du lot, ça sert à rien de mettre des paillettes dans votre CV. Là, je vous dis, le CV, il faut qu'il soit lisible en 30 secondes. Mais toutes vos capacités graphiques, elles se verront dans le portfolio et la bande démo. Le CV, faites-le sobre, je vous en supplie. Il y en a qui m'ont rendu aveugle. Je rigole même pas. Sobre mais efficace. Sobre mais efficace, ouais, c'est... Et peut-être pas votre adresse complète. Vous n'avez pas envie d'être stalké. C'est pas nécessaire. J'allais dire, enfin, en même temps, il y a à Angoulême un collectif qui s'appelle le CA16, en fait aussi qui fait aussi ce travail-là, comme j'oublie tout le temps, Team Anime. Team Anime, Team Anime, putain. Désolé, je suis vraiment comme Team Anime ou d'autres en fait où c'est les professionnels qui vont à la rencontre avec des étudiants ou des primo-rentrants sur le marché du travail. C'est aussi une base pour pouvoir réseauter, mais aussi juste se rendre compte de la réalité de certaines choses, notamment la réforme de la convention collective ou choses comme ça. C'est méga essentiel et ça vous permet aussi de commencer à mettre un pied dans la porte du milieu, quoi. Et réclamer à vos écoles des cours de gestion prod. Ouais, vous pouvez leur réclamer des cours. Hein. Dernière question ici. C'est parti. Bonjour et déjà merci pour la table ronde et c'était pour savoir si du coup tous les super conseils là, que vous venez de donner ça marche aussi pour les gens qui n'ont pas pu faire d'école. Pour revenir sur le contexte de l'entre-soi, il y a des gens qui comme moi n'ont pas les sous, n'ont pas pu avoir les ressources de faire une école. Est-ce que du coup tous ces conseils marchent Ah oui, ça dépend pas d'une école ou d'une autre. Je ferai les mêmes conseils à un travailleur qui a fait une école à l'étranger, par exemple, qui arrive en France et qui a d'autres codes. C'est là, même en général, on ne regarde pas forcément de quelle école vous venez. Hein. On regarde vraiment votre portfolio et votre bande démo. Même les gobelins qui se la pètent avec leur melon, je les aime, j'ai plein de potes gobelins, je sais pas si. Mais qui ont un melon pas possible parce que c'est les gobelins, même eux, ça leur fait pas une porte d'entrée magique dans le réseau. Hein. J'en ai pas embauché beaucoup, d'ailleurs. En vrai, il y a le diplôme, on s'en fout. Enfin, et puis même après des années de travail, même mon premier travail, on s'en foutait de quelle école je sortais. On me demande pas de ramener mon diplôme et de faire oh là là, c'est bien. Non, vraiment le plus important, c'est d'avoir une bande démo et d'avoir un portfolio si besoin. Le diplôme, c'est utile uniquement si vous voulez travailler à l'étranger dans l'Union européenne, parce que beaucoup de pays, pour avoir un visa, vous demanderont un diplôme pour prouver que vous êtes légitime. Et pour la retraite. Plus retraite on a, Quelle et retraite? pour la retraite. Allez, on reste optimiste. Moi, je crois que le Japon demande un certain niveau de diplôme, par exemple, pour travailler là-bas. Après, il y a des qualités et tout, mais c'est pareil pour les États-Unis. Syndiquez-vous. Je me répéterai jamais assez. Le bon ordre a été dit. Ce sera donc le mot de conclusion. Merci beaucoup tout le monde d'être venu. Merci à vous d'avoir pris la parole, vous qui êtes autour de la table tout à l'heure ou qui étiez plus tôt dans la journée. On est vraiment très contents de pouvoir faire cet événement pour la première fois, de venir parler, se faire entendre, vous écouter aussi, puisqu'on a essayé à travers ces présentations de transmettre les paroles que nous on reçoit par nos organismes, nos institutions, nos associations toute l'année, et transmettre sa parole, ça nous tient à cœur.
et on essaie de continuer à le faire tout le temps. On va essayer l'année prochaine de réorganiser cet événement plus grand, plus beau, plus impactant, tout ce que vous voulez. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous. Bon courage dans vos recherches d'emploi et dans votre pratique artistique et professionnelle. Et n'hésitez pas à revenir vers nous c'est quand vous en avez besoin ou même pour nous faire coucou. Et la discussion continue après cet événement, mais également demain de 13h30 à 16h30 au Café des Arts où il y aura une permanence interassociative où vous pourrez rencontrer toutes les personnes que vous n'avez pas forcément vues si vous êtes venus à quelques événements aujourd'hui, mais pas tous, et vous pourrez avoir des discussions plus informelles, plus spécifiques à vos expériences personnelles. Merci beaucoup. Merci.